Livre 4 1731-1732. J'arrive et je ne la trouve plus. Qu'on juge de ma surprise et de ma douleur. C'est alors que le regret d'avoir lâchement abandonné monsieur le maître commença de se faire sentir. Il fut plus vif encore quand j'appris le malheur qui lui était arrivé. Sa caisse de musique, qui contenait toute sa fortune, cette précieuse caisse, sauvée avec tant de fatigue, avait été saisie en arrivant à Lyon par les soins du comte d'Ortan, à qui le chapitre avait fait écrire pour le prévenir de cet enlèvement furtif. Le maître avait en vain réclamé son bien, son gagne-pain, le travail de toute sa vie. La propriété de cette caisse était tout au moins sujette à litige. Il n'y en eut point. L'affaire fut décidée à l'instant même par la loi du plus fort. Et le pauvre le maître perdit ainsi le fruit de ses talents, l'ouvrage de sa jeunesse et la ressource de ses vieux jours. Il ne manqua rien au coup que je reçus pour le rendre accablant. Mais j'étais dans un âge où les grands chagrins ont peu de prise, et je me forgeais bientôt des consolations. Je comptais avoir dans peu des nouvelles de madame de Warens, quoique je ne susse pas son adresse et qu'elle ignorât que j'étais de retour, et quant à ma désertion, tout bien compté, je ne la trouvais pas si coupable. J'avais été utile à monsieur le maître dans sa retraite. C'était le seul service qui dépendit de moi. Si j'étais resté avec lui en France, je ne l'aurais pas guéri de son mal, je n'aurais pas sauvé sa caisse, je n'aurais fait que doubler sa dépense, sans lui pouvoir être bon à rien. Voilà comment alors je voyais la chose. Je la vois autrement aujourd'hui. Ce n'est pas quand une vilaine action vient d'être faite qu'elle nous tourmente. C'est quand, longtemps après, on se la rappelle, car le souvenir ne s'en éteint point. Le seul parti que j'avais à prendre pour avoir des nouvelles de maman était d'en attendre. Car où l'aller chercher à Paris, et avec quoi faire le voyage? Il n'y avait point de lieu plus sûr qu'Annecy pour savoir tôt ou tard où elle était. J'y restais donc. Mais je me conduisis assez mal. Je n'allais point voir l'évêque qui m'avait protégé et qui me pouvait protéger encore. Je n'avais plus ma patronne auprès de lui et je craignais les réprimandes sur notre évasion. J'allais moins encore au séminaire. Monsieur Gros n'y était plus. Je ne vis personne de ma connaissance. J'aurais pourtant bien voulu aller voir madame l'intendante, mais je n'osais jamais. Je fis plus mal que tout cela. Je retrouvai monsieur Venture, auquel, malgré mon enthousiasme, je n'avais pas même pensé depuis mon départ. Je le trouvais brillant et fêté dans toute Annecy. Les dames se l'arrachaient. Ce succès acheva de me tourner la tête. Je ne vis plus rien que monsieur Venture, et il me fit presque oublier madame de Warens. Pour profiter de ses leçons, plus à mon aise, je lui proposai de partager avec moi son gîte. Il y consentit. Il était logé chez un cordonnier, plaisant et bouffon personnage, qui dans son patois n'appelait pas sa femme autrement que salopière, nom qu'elle méritait assez. Il avait avec elle des prises que Venture avait soin de faire durer en paraissant vouloir faire le contraire. Il leur disait d'un ton froid et dans son accent provençal des mots qui faisaient le plus grand effet. C'étaient des scènes à pâmer de rire. Les matinées se passaient ainsi sans qu'on y songeât. À 2 ou 3 heures, nous mangions un morceau. Venture s'en allait dans ses sociétés, où il soupait, et moi, j'allais me promener seul, méditant sur son grand mérite, admirant, convoitant ses rares talents, et maudissant ma malheureuse étoile qui ne m'appelait point à cette heureuse vie. Eh, que je m'y connaissais mal. La mienne eût été 100 fois plus charmante si j'avais été moins bête et si j'en avais su mieux jouir. Madame de Warens n'avait emmené qu'Anet avec elle. Elle avait laissé Merceret, sa femme de chambre dont j'ai parlé. Je la trouvais occupant encore l'appartement de sa maîtresse. Mademoiselle Merceret était une fille un peu plus âgée que moi, non pas jolie, mais assez agréable, une bonne fribourgeoise sans malice, et à qui je n'ai connu d'autre défaut que d'être quelquefois un peu mutine avec sa maîtresse. Je l'allais voir assez souvent. C'était une ancienne connaissance, et sa vue m'en rappelait une plus chère, qui me la faisait aimer. Elle avait plusieurs amis, entre autres une mademoiselle Giraud, genevoise, qui, pour mes péchés, s'avisa de prendre du goût pour moi. Elle pressait toujours Merceret de m'amener chez elle. Je m'y laissais mener parce que j'aimais assez Merceret et qu'il y avait là d'autres jeunes personnes que je voyais volontiers.
Pour mademoiselle Giraud, qui me faisait toutes sortes d'agaceries, on ne peut rien ajouter à l'aversion que j'avais pour elle. Quand elle approchait de mon visage son museau sec et noir, barbouillé de tabac d'Espagne, j'avais peine à m'abstenir d'y cracher. Mais je prenais patience. À cela près, je me plaisais fort au milieu de toutes ces filles, et, soit pour faire leur cour à mademoiselle Giraud, soit pour moi-même, toutes me fêtaient à l'envi. Je ne voyais à tout cela que de l'amitié. J'ai pensé depuis qu'il n'eût tenu qu'à moi d'y voir davantage. Mais je ne m'en avisais pas. Je n'y pensais pas. D'ailleurs, des couturières, des filles de chambre, de petites marchandes ne me tentaient guère. Il me fallait des demoiselles. Chacun a ses fantaisies. Ça a toujours été la mienne, et je ne pense pas comme Horace sur ce point-là. Ce n'est pourtant pas du tout la vanité de l'état et du rang qui m'attire. C'est un teint mieux conservé, de plus belles mains, une parure plus gracieuse, un air de délicatesse et de propreté sur toute la personne, plus de goût dans la manière de se mettre et de s'exprimer, une robe plus fine et mieux faite, une chaussure plus mignonne, des rubans, de la dentelle, des cheveux mieux ajustés. Je préférerais toujours la moins jolie ayant plus de tout cela. Je trouve moi-même cette préférence très ridicule, mais mon cœur la donne malgré moi. Eh bien, cet avantage se présentait encore, et il ne tint encore qu'à moi d'en profiter. Que j'aime à tomber de temps en temps sur les moments agréables de ma jeunesse. Ils m'étaient si doux, ils ont été si courts, si rares, et je les ai goûtés à si bon marché. Ah, leur seul souvenir rend encore à mon cœur une volupté pure, dont j'ai besoin pour animer mon courage et soutenir les ennuis du reste de mes ans. L'aurore un matin me parut si belle, que m'étant habillé précipitamment, je me hâtais de gagner la campagne pour voir lever le soleil. Je goûtais ce plaisir dans tout son charme. C'était la semaine après la Saint-Jean. La terre, dans sa plus grande parure, était couverte d'herbes et de fleurs. Les rossignols, presque à la fin de leur ramage, semblaient se plaire à le renforcer. Tous les oiseaux, faisant en concert leurs adieux au printemps, chantaient la naissance d'un beau jour d'été, d'un de ces jours qu'on ne voit plus à mon âge et qu'on n'a jamais vu dans le triste sol que j'habite aujourd'hui. Je m'étais insensiblement éloigné de la ville, la chaleur augmentait, et je me promenais sous des ombrages dans un vallon le long d'un ruisseau. J'entends derrière moi des pas de chevaux et des voix de filles qui semblaient embarrassées, mais qui n'en riaient pas de moins bon cœur. Je me retourne, on m'appelle par mon nom. J'approche. Je trouve deux jeunes personnes de ma connaissance, mademoiselle de Graffenried et mademoiselle Gallet, qui n'étant pas d'excellentes cavalières ne savaient comment forcer leurs chevaux à passer le ruisseau. Mademoiselle de Graffenried était une jeune bernoise, fort aimable, qui, par quelque folie de son âge, ayant été jetée hors de son pays, avait imité madame de Warens, chez qui je l'avais vue quelquefois. Mais n'ayant pas eu une pension comme elle avait été trop heureuse de s'attacher à mademoiselle Gallet, qui, l'ayant prise en amitié, avait engagé sa mère à la lui donner pour compagne, jusqu'à ce qu'on la pût placer de quelque façon. Mademoiselle Gallet, d'un an plus jeune qu'elle, était encore plus jolie. Elle avait je ne sais quoi de plus délicat, de plus fin. Elle était en même temps très mignonne et très formée, ce qui est pour une fille le plus beau moment. Toutes deux s'aimaient tendrement, et leur bon caractère à l'une et à l'autre ne pouvait qu'entretenir longtemps cette union si quelque amant ne venait pas la déranger. Elles me dirent qu'elles allaient à Thun, vieux château appartenant à madame Gallet. Elles implorèrent mon secours pour faire passer leurs chevaux, n'en pouvant venir à bout elles seules. Je voulus fouetter les chevaux, mais elles craignaient pour moi les ruades et pour elles les hauts-le-corps. J'eus recours à un autre expédient. Je pris par la bride le cheval de mademoiselle Gallet, puis, le tirant après moi, je traversai le ruisseau ayant de l'eau jusqu'à mi-jambe, et l'autre cheval suivit sans difficulté. Cela fait, je voulus saluer ces demoiselles et m'en aller comme un bonnet. Elles se dirent quelques mots tout bas, et mademoiselle de Graffenried s'adressant à moi, « Non pas, me dit-elle, on ne nous échappe pas comme cela. Vous vous êtes mouillé pour notre service, et nous devons en conscience avoir soin de vous sécher. Il faut, s'il vous plaît, venir avec nous. Nous vous arrêtons prisonnier. » Le cœur me battait. Je regardais mademoiselle Gallet. « Oui, » ajoutait-elle en riant de ma mine effarée, « prisonnier de guerre. Montez en croupe derrière elle, nous voulons rendre compte de vous. » « Mais, mademoiselle, je n'ai point l'honneur d'être connue de madame votre mère. Que dira-t-elle en me voyant arriver ?»
« Sa mère, reprit mademoiselle de Graffenried, n'est pas à Thun. Nous sommes seuls. Nous revenons ce soir et vous reviendrez avec nous. » L'effet de l'électricité n'est pas plus prompt que celui que ces mots firent sur moi. En m'élançant sur le cheval de mademoiselle de Graffenried, je tremblais de joie, et quand il fallut l'embrasser pour me tenir, le cœur me battait si fort qu'elle s'en aperçut. Elle me dit que le sien lui battait aussi, par la frayeur de tomber. C'était presque, dans ma posture, une invitation de vérifier la chose. Je n'osais jamais. Et durant tout le trajet, mes deux bras lui servirent de ceinture, très serrés à la vérité, mais sans se déplacer un moment. Telle femme qui lira ceci me soufflait très volontiers et n'aurait pas tort. La gaieté du voyage et le babil de ses filles aiguisèrent tellement le mien que jusqu'au soir, et tant que nous fûmes ensemble, nous ne déparlâmes pas un moment. Elle m'avait mis si bien à mon aise que ma langue parlait autant que mes yeux, quoiqu'elle ne dit pas les mêmes choses. Quelques instants seulement, quand je me trouvais tête à tête avec l'une ou l'autre, l'entretien s'embarrassait un peu, mais l'absente revenait bien vite et ne nous laissait pas le temps d'éclaircir cet embarras. Arrivés à Thun, et moi bien séché, nous déjeunâmes. Ensuite, il fallut procéder à l'importante affaire de préparer le dîner. Les deux demoiselles, tout en cuisinant, baisaient de temps en temps les enfants de la grangère, et le pauvre marmiton regardait faire en rongeant son frein. On avait envoyé des provisions de la ville, et il y avait de quoi faire un très bon dîner, surtout en friandises, mais malheureusement, on avait oublié du vin. Cet oubli n'était pas étonnant pour des filles qui n'en buvaient guère, mais j'en fus fâché, car j'avais un peu compté sur ce secours pour m'enhardir. Elles en furent fâchées aussi, par la même raison peut-être, mais je n'en crois rien. Leur gaieté vive et charmante était l'innocence même, et d'ailleurs qu'eussent-elles fait de moi entre elles deux. Elles envoyèrent chercher du vin partout aux environs. On n'en trouva point, tant les paysans de ce canton sont sobres et pauvres. Comme elles m'ont marqué leur chagrin, je leur dis de n'en être pas si fort en peine, et qu'elles n'avaient pas besoin de vin pour m'enivrer. Ce fut la seule galanterie que j'osais leur dire de la journée, mais je crois que les friponnes voyaient de reste que cette galanterie était une vérité. Nous dînâmes dans la cuisine de la grangère, les deux amies assises sur des bancs aux deux côtés de la longue table, et leur hôte entre elles deux sur une escabelle à 3 pieds. Quel dîner! Quel souvenir plein de charme! Comment, pouvant à si peu de frais goûter des plaisirs si purs et si vrais, vouloir en chercher d'autres? Jamais souper des petites maisons de Paris n'approcha de ce repas. Je ne dis pas seulement pour la gaieté, pour la douce joie, mais je dis pour la sensualité. Après le dîner, nous fîmes une économie. Au lieu de prendre le café qui nous restait du déjeuner, nous le gardâmes pour le goûter avec de la crème et des gâteaux qu'elles avaient apportés. Et pour tenir notre appétit en haleine, nous allâmes dans le verger achever notre dessert avec des cerises. Je montais sur l'arbre et je leur en jetais des bouquets dont elles me rendaient les noyaux à travers les branches. Une fois, mademoiselle Gallet, avançant son tablier et reculant la tête, se présentait si bien, et je visais si juste que je lui fis tomber un bouquet dans le sein. Et de rire, je me disais en moi-même que mes lèvres ne sont-elles des cerises, comme je les leur jetterais ainsi de bon cœur. La journée se passa de cette sorte à folâtrer avec la plus grande liberté et toujours avec la plus grande décence. Pas un seul mot équivoque, pas une seule plaisanterie hasardée. Et cette décence, nous ne nous l'imposions point du tout. Elle venait toute seule. Nous prenions le ton que nous donnaient nos cœurs. Enfin, ma modestie, d'autres diront ma sottise, fut telle que la plus grande privauté qui m'échappa fut de baiser une seule fois la main de mademoiselle Gallet. Il est vrai que la circonstance donnait du prix à cette légère faveur. Nous étions seuls. Je respirais avec embarras. Elle avait les yeux baissés. Ma bouche, au lieu de trouver des paroles, s'avisa de se coller sur sa main, qu'elle retira doucement après qu'elle fut baisée, en me regardant d'un air qui n'était point irrité. Je ne sais ce que j'aurais pu lui dire. Son ami entra et me parut laid en ce moment. Enfin, elle se souvint qu'il ne fallait pas attendre la nuit pour rentrer en ville. Il ne nous restait que le temps qu'il fallait pour y arriver de jour, et nous nous hâtâmes de partir en nous distribuant comme nous étions venus. Si j'avais osé, j'aurais transposé cet ordre, car le regard de mademoiselle Gallet m'avait vivement ému le cœur, mais je n'osais rien dire, et ce n'était pas à elle de le proposer.
En marchant, nous disions que la journée avait tort de finir, mais loin de nous plaindre qu'elle eût été courte, nous trouvâmes que nous avions eu le secret de la faire longue par tous les amusements dont nous avions su la remplir. Je l'ai quittée à peu près au même endroit où elle m'avait pris. Avec quel regret nous nous séparâmes, avec quel plaisir nous projetâmes de nous revoir. 12 heures passées ensemble nous valaient des siècles de familiarité. Le doux souvenir de cette journée ne coûtait rien à ces aimables filles. La tendre union qui régnait entre nous trois valait des plaisirs plus vifs, et n'eût pu subsister avec eux. Nous nous aimions sans mystère et sans honte, et nous voulions nous aimer toujours ainsi. L'innocence demeure à sa volupté qui vaut bien l'autre, parce qu'elle n'a point d'intervalle et qu'elle agit continuellement. Pour moi, je sais que la mémoire d'un si beau jour me touche plus, me charme plus, me revient plus au cœur que celle d'aucun plaisir que j'ai goûté en ma vie. Je ne savais pas trop ce que je voulais à ces deux charmantes personnes, mais elles m'intéressaient beaucoup toutes deux. Je ne dis pas que, si j'eusse été le maître de mes arrangements, mon cœur se serait partagé. J'y sentais un peu de préférence. J'aurais fait mon bonheur d'avoir pour maîtresse mademoiselle de Graffenried, mais à choix, je crois que je l'aurais mieux aimée pour confidente. Quoi qu'il en soit, il me semblait en les quittant que je ne pouvais plus vivre sans l'une et sans l'autre. Qui m'eût dit que je ne les reverrais de ma vie, et que là finiraient nos éphémères amours. Ceux qui liront ceci ne manqueront pas de rire de mes aventures galantes, en remarquant qu'après beaucoup de préliminaires, les plus avancés finissent par baiser la main. Oh, mes lecteurs, ne vous y trompez pas. J'ai peut-être eu plus de plaisir dans mes amours en finissant par cette main baisée que vous n'en aurez jamais dans les vôtres en commençant tout au moins par là. Venture, qui s'était couché fort tard la veille, rentra peu de temps après moi. Pour cette fois, je ne le vis pas avec le même plaisir qu'à l'ordinaire, et je me gardais de lui dire comment j'avais passé ma journée. Ces demoiselles m'avaient parlé de lui avec peu d'estime, et m'avaient paru mécontentes de me savoir en de si mauvaises mains. Cela lui fit tort dans mon esprit. D'ailleurs, tout ce qui me distrayait d'elle ne pouvait que m'être désagréable. Cependant, il me rappela bientôt à lui et à moi en me parlant de ma situation. Elle était trop critique pour pouvoir durer. Quoique je dépensasse très peu de choses, mon petit pécule achevait de s'épuiser. J'étais sans ressources. Point de nouvelles de maman. Je ne savais que devenir. Et je sentais un cruel serrement de cœur de voir l'amie de mademoiselle Gallet réduite à l'aumône. Venture me dit qu'il avait parlé de moi à monsieur le juge-mage, qu'il voulait m'y mener dîner le lendemain, que c'était un homme en état de me rendre service par ses amis, d'ailleurs une bonne connaissance à faire, un homme d'esprit et de lettres, d'un commerce fort agréable, qui avait des talents et qui les aimait. Puis, mêlant à son ordinaire aux choses les plus sérieuses la plus mince frivolité, il me fit voir un joli couplet venu de Paris sur un air d'opéra de Mouret qu'on jouait alors. Ce couplet avait plu si fort à monsieur Simon, c'était le nom du juge-mage, qu'il voulait en faire un autre en réponse sur le même air. Il avait dit à Venture d'en faire aussi un, et la folie prit à celui-ci de m'en faire un troisième, afin, disait-il, qu'on vit les couplets arriver le lendemain, comme les brancards du roman comique. La nuit, ne pouvant dormir, je fis comme je pus mon couplet. Pour les premiers vers que j'eusse faits, ils étaient passables, meilleurs même, ou du moins faits avec plus de goût qu'ils n'auraient été la veille, le sujet roulant sur une situation fort tendre, à laquelle mon cœur était déjà tout disposé. Je montrai le matin mon couplet à Venture, qui, le trouvant joli, le mit dans sa poche sans me dire s'il avait fait le sien. Nous allâmes chez monsieur Simon, qui nous reçut bien. La conversation fut agréable. Elle ne pouvait manquer de l'être entre deux hommes d'esprit à qui la lecture avait profité. Pour moi, je faisais mon rôle, j'écoutais, et je me taisais. Ils ne parlèrent de couplet ni l'un ni l'autre, je n'en parlais point non plus, et jamais que je sache, il n'a été question du mien. Monsieur Simon parut content de mon maintien. C'est à peu près tout ce qu'il vit de moi dans cette entrevue. Il m'avait déjà vu plusieurs fois chez madame de Warens sans faire une grande attention à moi. Ainsi c'est depuis ce dîner que je puis dater sa connaissance, qui ne me servit de rien pour l'objet qui me l'avait fait faire, mais dont je tirai dans la suite d'autres avantages qui me font rappeler sa mémoire avec plaisir. J'aurais tort de ne pas parler de sa figure que, sur sa qualité de magistrat et sur le bel esprit dont il se piquait, on n'imaginerait pas si je n'en disais rien. Monsieur le juge-mage, Simon, n'avait assurément pas 2 pieds de haut.
Ses jambes, droites, menues et même assez longues, l'auraient agrandies si elles eussent été verticales, mais elles posaient de biais comme celles d'un compas très ouvert. Son corps était non seulement court, mais mince, et en tous sens d'une petitesse inconcevable. Il devait paraître une sauterelle quand il était nu. Sa tête de grandeur naturelle, avec un visage bien formé, l'air noble, d'assez beaux yeux, semblait une tête postiche qu'on aurait plantée sur un moignon. Il eût pu s'exempter de faire de la dépense en parure, car sa grande perruque seule l'habillait parfaitement de pied en cap. Il avait deux voix toutes différentes qui s'entremêlaient sans cesse dans sa conversation, avec un contraste d'abord très plaisant, mais bientôt très désagréable. L'une était grave et sonore. C'était, si j'ose ainsi parler, la voix de sa tête. L'autre, claire, aiguë et perçante, était la voix de son corps. Quand il s'écoutait beaucoup, qu'il parlait très posément, qu'il ménageait son haleine, il pouvait parler toujours de sa grosse voix, mais pour peu qu'il s'animât et qu'un accent plus vif vînt se présenter, cet accent devenait comme le sifflement d'une clé, et il avait toute la peine du monde à reprendre sa basse. Avec la figure que je viens de peindre, et qui n'est point chargée, M. Simon était galant, grand conteur de fleurettes, et poussait jusqu'à la coquetterie le soin de son ajustement. Comme il cherchait à prendre ses avantages, il donnait volontiers ses audiences du matin dans son lit, car quand on voyait sur l'oreiller une belle tête, personne n'allait s'imaginer que c'était là tout. Cela donnait lieu quelquefois à des scènes dont je suis sûr que tout Annecy se souvient encore. Un matin qu'il attendait dans ce lit, ou plutôt sur ce lit, les plaideurs, en belle coiffe de nuit bien fine et bien blanche, ornée de deux grosses bouffelettes de ruban couleur de rose, un paysan arrive, heurte à la porte. La servante était sortie. Monsieur le juge-mage, entendant redoubler, crie « Entrez !» et cela, comme on dit un peu trop fort, partit de sa voix aiguë. L'homme entre, il cherche d'où vient cette voix de femme, et voyant dans ce lit une cornette, une fontange, il veut ressortir en faisant à madame de grandes excuses. Monsieur Simon se fâche et n'en crie que plus clair. Le paysan, confirmé dans son idée et se croyant insulté, lui chante pouille, lui dit qu'apparemment elle n'est qu'une coureuse et que monsieur le juge-mage ne donne guère bon exemple chez lui. Le juge-mage, furieux, n'ayant pour toute arme que son pot de chambre, allait le jeter à la tête de ce pauvre homme quand sa gouvernante arriva. Ce petit nain, si disgracié dans son corps par la nature, en avait été dédommagé du côté de l'esprit. Il l'avait naturellement agréable, et il avait pris soin de l'orner. Quoiqu'il fût à ce qu'on disait assez bon jurisconsulte, il n'aimait pas son métier. Il s'était jeté dans la belle littérature et il y avait réussi. Il en avait pris surtout cette brillante superficie, cette fleur qui jette de l'agrément dans le commerce même avec les femmes. Il savait par cœur tous les petits traits des annas et autres semblables. Il avait l'art de les faire valoir, en contant avec intérêt, avec mystère, et comme une anecdote de la veille, ce qui s'était passé il y avait 60 ans. Il savait la musique, et chantait agréablement de sa voix d'homme. Enfin, il avait beaucoup de jolis talents pour un magistrat. À force de cajoler les dames d'Annecy, il s'était mis à la mode parmi elles. Elles l'avaient à leur suite comme un petit sapajou. Il prétendait même à de bonnes fortunes et cela les amusait beaucoup. Une madame d'Espagnier disait que pour lui la dernière faveur était de baiser une femme au genou. Comme il connaissait les bons livres et qu'il en parlait volontiers, sa conversation était non seulement amusante mais instructive. Dans la suite, lorsque j'eus pris du goût pour l'étude, je cultivais sa connaissance et je m'en trouvais très bien. J'allais quelquefois le voir de Chambéry où j'étais alors. Il louait, animait mon émulation et me donnait pour mes lectures de bons avis dont j'ai souvent fait mon profit. Malheureusement, dans ce corps si fluet logeait une âme très sensible. Quelques années après, il eut je ne sais quelle mauvaise affaire qui le chagrina et il en mourut. Ce fut dommage. C'était assurément un bon petit homme dont on commençait par rire et qu'on finissait par aimer. Quoique sa vie ait été peu liée à la mienne, comme j'ai reçu de lui des leçons utiles, j'ai cru pouvoir par reconnaissance lui consacrer un petit souvenir. Sitôt que je fus libre, je courus dans la rue de Mademoiselle Gallet, me flattant de voir entrer ou sortir quelqu'un, ou du moins ouvrir quelques fenêtres. Rien. Pas un chat ne parut, et tout le temps que je fus là, la maison demeura aussi close que si elle n'eût point été habitée. La rue était petite et déserte. Un homme s'y remarquait. De temps en temps, quelqu'un passait, entrait ou sortait au voisinage. J'étais fort embarrassé de ma figure.
Il me semblait qu'on devinait pourquoi j'étais là, et cette idée me mettait au supplice, car j'ai toujours préféré à mes plaisirs l'honneur et le repos de celle qui m'étaient chères. Enfin, là de faire l'amant espagnol et n'ayant point de guitare, je pris le parti d'aller écrire à mademoiselle de Graffenried. J'aurais préféré d'écrire à son ami, mais je n'osais, et il convenait de commencer par celle à qui je devais la connaissance de l'autre et avec qui j'étais plus familier. Ma lettre faite, j'allais la porter à mademoiselle Giraud, comme j'en étais convenu avec ces demoiselles en nous séparant. Ce furent elles qui me donnèrent cet expédient. Mademoiselle Giraud était contrepointière et travaillait quelquefois chez madame Gallet. Elle avait l'entrée de sa maison. La messagère ne me parut pourtant pas trop bien choisie, mais j'avais peur, si je faisais des difficultés sur celle-là, qu'on ne m'en proposât point d'autres. De plus, je n'osais dire qu'elle voulait travailler pour son compte. Je me sentais humilié qu'elle osât se croire pour moi du même sexe que ces demoiselles. Enfin, j'aurais mieux aimé cet entrepôt-là que point, et je m'y tins à tout risque. Au premier mot, la Giraud me devina. Cela n'était pas difficile. Quand une lettre apportée à de jeunes filles n'aurait pas parlé d'elle-même, mon air sot et embarrassé m'aurait seul décelé. On peut croire que cette commission ne lui donna pas grand plaisir à faire. Elle s'en chargea toutefois et l'exécuta fidèlement. Le lendemain matin, je courus chez elle et j'y trouvai ma réponse. Comme je me pressais de sortir pour l'aller lire et baiser à mon aise, cela n'a point besoin d'être dit, mais ce qui en a besoin davantage, c'est le parti que prit mademoiselle Giraud et où j'ai trouvé plus de délicatesse et de modération que je n'en aurais attendu d'elle. Ayant assez de bon sens pour voir qu'avec ses 37 ans, ses yeux de lièvre, son nez barbouillé, sa voix aigre et sa peau noire, elle n'avait pas beau jeu contre deux jeunes personnes pleines de grâce et dans tout l'éclat de la beauté, elle ne voulut ni les trahir, ni les servir, et aima mieux me perdre que de me ménager pour elle. Il y avait déjà quelque temps que la mère Sereine, n'ayant aucune nouvelle de sa maîtresse, songeait à s'en retourner à Fribourg. Elle l'y détermina tout à fait. Elle fit plus. Elle lui fit entendre qu'il serait bien que quelqu'un la conduisît chez son père, et me proposa. La petite Merceret, à qui je ne déplaisais pas non plus, trouva cette idée fort bonne à exécuter. Elles m'en parlèrent dès le même jour comme d'une affaire arrangée, et comme je ne trouvais rien qui me déplût dans cette manière de disposer de moi, j'y consentis, regardant ce voyage comme une affaire de 8 jours tout au plus. La Giraud, qui ne pensait pas de même, arrangea tout. Il fallut bien avouer l'état de mes finances. On y pourvut. La Merceret se chargea de me défrayer, et pour regagner d'un côté ce qu'elle dépensait de l'autre, à ma prière, on décida qu'elle enverrait devant son petit bagage et que nous irions à pied à grande journée. Ainsi fut fait. Je suis fâché de faire tant de filles amoureuses de moi, mais comme il n'y a pas de quoi être bien vain du parti que j'ai tiré de tous ces amours-là, je crois pouvoir dire la vérité sans scrupule. La Merceret, plus jeune et moins déniaisée que la Giraud, ne m'a jamais fait des agaceries aussi vives, mais elle imitait mes tons, mes accents, redisait mes mots, avait pour moi les attentions que j'aurais dû avoir pour elle, et prenait toujours grand soin, comme elle était fort peureuse, que nous couchassions dans la même chambre, identité qui se borne rarement là dans un voyage entre un garçon de 20 ans et une fille de 25. Elle s'y borna pourtant cette fois. Ma simplicité fut telle que, quoique la Merceret ne fût pas désagréable, il ne me vint pas même à l'esprit durant tout le voyage, je ne dis pas la moindre tentation galante, mais même la moindre idée qui s'y rapporta. Et quand cette idée me serait venue, j'étais trop sot pour en savoir profiter. Je n'imaginais pas comment une fille et un garçon parvenaient à coucher ensemble. Je croyais qu'il fallait des siècles pour préparer ce terrible arrangement. Si la pauvre Merceret, en me défrayant, comptait sur quelque équivalent, elle en fut la dupe, et nous arrivâmes à Fribourg exactement comme nous étions partis d'Annecy. En passant à Genève, je n'allais voir personne, mais je fus prêt à me trouver mal sur les ponts. Jamais je n'ai vu les murs de cette heureuse ville, jamais je n'y suis entré sans sentir une certaine défaillance de cœur qui venait d'un excès d'attendrissement. En même temps que la noble image de la liberté m'élevait l'âme, celle de l'égalité, de l'union, de la douceur des mœurs me touchait jusqu'aux larmes et m'inspirait un vif regret d'avoir perdu tous ces biens. Dans quelle erreur j'étais, mais quelle était naturelle. Je croyais voir tout cela dans ma patrie parce que je le portais dans mon cœur. Il fallait passer à Nyon. Passer sans voir mon bon père? Si j'avais eu ce courage, j'en serais mort de regret.
Je laissai la Merceret à l'auberge, et je l'allai voir à tout risque. Que j'avais tort de le craindre. Son âme, à mon abord, s'ouvrit au sentiment paternel dont elle était pleine. Que de pleurs nous versâmes en nous embrassant. Il crut d'abord que je revenais à lui. Je lui fis mon histoire, et je lui dis ma résolution. Il la combattit faiblement. Il me fit voir les dangers auxquels je m'exposais, me dit que les plus courtes folies étaient les meilleures. Du reste, il n'eut pas même la tentation de me retenir de force, et en cela je trouve qu'il eut raison. Mais il est certain qu'il ne fit pas pour me ramener tout ce qu'il aurait pu faire, soit qu'après le pas que j'avais fait il jugea lui-même que je n'en devais pas revenir, soit qu'il fut embarrassé peut-être à savoir ce qu'à mon âge il pourrait faire de moi. J'ai su depuis qu'il eut de ma compagne de voyage une opinion bien injuste et bien éloignée de la vérité, mais du reste assez naturelle. Ma belle-mère, bonne femme, un peu mielleuse, fit semblant de vouloir me retenir à souper. Je ne restai point, mais je leur dis que je comptais m'arrêter avec eux plus longtemps au retour, et je leur laissai en dépôt mon petit paquet que j'avais fait venir par le bateau et dont j'étais embarrassé. Le lendemain, je partis de bon matin, bien content d'avoir vu mon père et d'avoir osé faire mon devoir. Nous arrivâmes, heureusement, à Fribourg. Sur la fin du voyage, les empressements de mademoiselle Merceret diminuèrent un peu. Après notre arrivée, elle ne me marqua plus que de la froideur, et son père, qui ne nageait pas dans l'opulence, ne me fit pas non plus un bien grand accueil. J'allais loger au cabaret. Je les fus voir le lendemain. Ils m'offrirent à dîner, je l'acceptai. Nous nous séparâmes sans pleurs. Je retournai le soir à ma gargote, et je repartis le surlendemain de mon arrivée, sans trop savoir où j'avais dessein d'aller. Voilà encore une circonstance de ma vie où la Providence m'offrait précisément ce qu'il me fallait pour couler des jours heureux. La Merceret était une bonne fille, point brillante, point belle, mais point laide non plus, un peu vive, fort raisonnable, à quelques petites humeurs près, qui se passaient à pleurer, et qui n'avait jamais de suite orageuse. Elle avait un vrai goût pour moi, j'aurais pu l'épouser sans peine, et suivre le métier de son père. Mon goût pour la musique me l'aurait fait aimer. Je me serais établi à Fribourg, petite ville, peu jolie mais peuplée de bonnes gens. J'aurais perdu sans doute de grands plaisirs, mais j'aurais vécu en paix jusqu'à ma dernière heure. Et je dois savoir mieux que personne qu'il n'y avait pas à balancer sur ce marché. Je revins, non pas à Nyon, mais à Lausanne. Je voulais me rassasier de la vue de ce beau lac qu'on voit là dans sa plus grande étendue. La plupart de mes secrets motifs déterminants n'ont pas été plus solides. Des vues éloignées ont rarement assez de force pour me faire agir. L'incertitude de l'avenir m'a toujours fait regarder les projets de longue exécution comme des leurres de dupes. Je me livre à l'espoir comme un autre, pourvu qu'il ne me coûte rien à nourrir. Mais s'il faut prendre longtemps de la peine, je n'en suis plus. Le moindre petit plaisir qui s'offre à ma portée me tente plus que les joies du paradis. J'accepte pourtant le plaisir que la peine doit suivre. Celui-là ne me tente pas, parce que je n'aime que des jouissances pures, et que jamais on en a de telles quand on sait qu'on s'apprête à un repentir. J'avais grand besoin d'arriver en quelque lieu que ce fût, et le plus proche était le mieux, car m'étant égaré dans ma route, je me trouvais le soir à Moudon, où je dépensais le peu qui me restait, hors d'Ikreutzer qui partirent le lendemain à la dîner. Et arrivé le soir à un petit village auprès de Lausanne, j'y entrai dans un cabaret, sans un sou pour payer ma couchée, et sans savoir que devenir. J'avais grand faim. Je fis bonne contenance et je demandai à souper comme si j'eusse eu de quoi bien payer. J'allais me coucher sans songer à rien, je dormis tranquillement, et après avoir déjeuné le matin et compté avec l'hôte, je voulus pour cette batse à quoi montait ma dépense, lui laisser ma veste en gage. Ce brave homme la refusa, et me dit que grâce au ciel, il n'avait jamais dépouillé personne, qu'il ne voulait pas commencer pour cette batse, que je gardasse ma veste et que je le paierais quand je pourrais. Je fus touché de sa bonté, mais moins que je ne devais l'être, et que je ne l'ai été depuis en y repensant. Je ne tardai guère à lui renvoyer son argent avec des remerciements par un homme sûr. Mais 15 ans après, repassant par Lausanne à mon retour d'Italie, j'eus un vrai regret d'avoir oublié le nom du cabaret et de l'hôte. Je l'aurais été voir, je me serais fait un vrai plaisir de lui rappeler sa bonne œuvre et de lui prouver qu'elle n'avait pas été mal placée.
Des services plus importants sans doute, mais rendus avec plus d'ostentation, ne m'ont pas paru si dignes de reconnaissance que l'humanité simple et sans éclat de cet honnête homme. En approchant de Lausanne, je rêvais à la détresse où je me trouvais, au moyen de m'en tirer sans aller montrer ma misère à ma belle-mère, et je me comparais dans ce pèlerinage pédestre à mon ami Venture arrivant à Annecy. Je m'échauffais si bien de cette idée que, sans songer que je n'avais ni sa gentillesse ni ses talents, je me mis en tête de faire à Lausanne le petit Venture, d'enseigner la musique que je ne savais pas, et de me dire de Paris où je n'avais jamais été. En conséquence de ce beau projet, comme il n'y avait point là de maîtrise où je pusse vicarier et que d'ailleurs je n'avais garde d'aller me fourrer parmi les gens de l'art, je commençai par m'informer d'une petite auberge où l'on pût être assez bien à bon marché. On m'enseigna un nommé Perrotet qui tenait des pensionnaires. Ce Perrotet se trouva être le meilleur homme du monde et me reçut fort bien. Je lui contai mes petits mensonges comme je les avais arrangés. Il me promit de parler de moi et de tâcher de me procurer des écoliers. Il me dit qu'il ne me demanderait de l'argent que quand j'en aurais gagné. Sa pension était de 5 écus blancs, ce qui était peu pour la chose, mais beaucoup pour moi. Il me conseilla de ne me mettre d'abord qu'à la demi-pension, qui consistait pour le dîner en une bonne soupe, et rien de plus, mais bien à souper le soir. J'y consentis. Ce pauvre Perrotet me fit toutes ses avances du meilleur cœur du monde et n'épargnait rien pour m'être utile. Pourquoi faut-il qu'ayant trouvé tant de bonnes gens dans ma jeunesse, j'en trouve si peu dans un âge avancé? Leur race est-elle épuisée? Non. Mais l'ordre où j'ai besoin de les chercher aujourd'hui n'est plus le même où je les trouvais alors. Parmi le peuple, où les grandes passions ne parlent que par intervalles, les sentiments de la nature se font plus souvent entendre. Dans les états plus élevés, ils sont étouffés absolument, et sous le masque du sentiment, il n'y a jamais que l'intérêt ou la vanité qui parlent. J'écrivis de Lausanne à mon père, qui m'envoya mon paquet et me marqua d'excellentes choses dont j'aurais dû mieux profiter. J'ai déjà noté des moments de délire inconcevable où je n'étais plus moi-même. En voici encore un des plus marqués. Pour comprendre à quel point la tête me tournait alors, à quel point je m'étais pour ainsi dire venturisé, il ne faut que voir combien tout à la fois j'accumulais d'extravagance. Me voilà mettre à chanter sans savoir déchiffrer un air. Car quand les 6 mois que j'avais passés avec le maître m'auraient profité, jamais il n'aurait pu suffire. Mais, outre cela, j'apprenais d'un maître, c'en était assez pour apprendre mal. Parisien de Genève et catholique en pays protestant, je crus devoir changer mon nom ainsi que ma religion et ma patrie. Je m'approchais toujours de mon grand modèle autant qu'il m'était possible. Il s'était appelé Venture de Villeneuve. Moi, je fis l'anagramme du nom de Rousseau dans celui de Vaussort, et je m'appelais Vaussort de Villeneuve. Venture savait la composition, quoiqu'il n'en eût rien dit. Moi, sans la savoir, je m'en vantais à tout le monde, et sans pouvoir noter le moindre vaudeville, je me donnais pour compositeur. Ce n'est pas tout. Ayant été présenté à M. de Trétorins, professeur en droit, qui aimait la musique et faisait des concerts chez lui, je voulus lui donner un échantillon de mon talent, et je me mis à composer une pièce pour son concert, aussi effrontément que si j'avais su comment m'y prendre. J'eus la conscience de travailler pendant 15 jours à ce bel ouvrage, de le mettre au net, d'en tirer les parties, et de les distribuer avec autant d'assurance que si c'eût été un chef-d'œuvre d'harmonie. Enfin, ce qu'on aura peine à croire et qui est très vrai, pour couronner dignement cette sublime production, je mis à la fin un joli menuet qui courait les rues et que tout le monde se rappelle peut-être encore sur ces paroles jadis si connues, « Quel caprice, quelle injustice, quoi, ta Clarisse trahirait tes feux, etc. » Venture m'avait appris cet air avec la basse sur d'autres paroles infâmes à l'aide desquelles je l'avais retenu. Je mis donc à la fin de ma composition ce menuet et sa basse, en supprimant les paroles, et je le donnai pour être de moi tout aussi résolument que si j'avais parlé à des habitants de la Lune. On s'assemble pour exécuter ma pièce. J'explique à chacun le genre du mouvement, le goût de l'exécution, les renvois des parties. J'étais fort affairé. On s'accorde pendant 5 ou 6 minutes, qui furent pour moi 5 ou 6 siècles. Enfin, tout étant prêt, je frappe avec un beau rouleau de papier sur mon pupitre magistral les 5 ou 6 coups du « Prenez garde à vous ».
On fait silence. Je me mets gravement à battre la mesure. On commence. Non. Depuis qu'il existe des opéras français, de la vie on ouït un semblable charivari. Quoi qu'on eût pu penser de mon prétendu talent, l'effet fut pire que tout ce qu'on semblait attendre. Les musiciens étouffaient de rire. Les auditeurs ouvraient de grands yeux et auraient bien voulu fermer les oreilles, mais il n'y avait pas moyen. Mes bourreaux de symphonistes qui voulaient s'égayer raclaient à percer le tympan d'un 15-20. J'eus la constance d'aller toujours mon train, suant il est vrai à grosses gouttes, mais retenu par la honte, n'osant m'enfuir et tout planter là. Pour ma consolation, j'entendais autour de moi les assistants se dire à leur oreille, ou plutôt à la mienne, l'un « Il n'y a rien là de supportable », un autre « Quelle musique enragée », un autre « Quel diable de sabbat !» Pauvre Jean-Jacques! Dans ce cruel moment, tu n'espérais guère qu'un jour, devant le roi de France et toute sa cour, tes sons exciteraient des murmures de surprise et d'applaudissements, et que dans toutes les loges autour de toi, les plus aimables femmes se diraient à demi-voix « Quels sons charmants, quelle musique enchanteresse, tous ces chants-là vont au cœur !» Mais ce qui mit tout le monde de bonne humeur fut le menuet. À peine en eut-on joué quelques mesures que j'entendis partir de toutes parts les éclats de rire. Chacun me félicitait sur mon joli goût de chant. On m'assurait que ce menuet ferait parler de moi et que je méritais d'être chanté partout. Je n'ai pas besoin de dépeindre mon angoisse, ni d'avouer que je la méritais bien. Le lendemain, l'un de mes symphonistes, appelé Lutold, vint me voir et fut assez bonhomme pour ne pas me féliciter sur mon succès. Le profond sentiment de ma sottise, la honte, le regret, le désespoir de l'état où j'étais réduit, l'impossibilité de tenir mon cœur fermé dans ces grandes peines me firent ouvrir à lui. Je lâchai la bonde à mes larmes et au lieu de me contenter de lui avouer mon ignorance, je lui dis tout en lui demandant le secret qu'il me promit et qu'il me garda comme on peut le croire. Dès le lendemain soir, tout Lausanne sut qui j'étais, et ce qui est remarquable, personne ne m'en fit semblant, pas même le bon Perrotet qui, pour tout cela, ne se rebuta pas de me loger et de me nourrir. Je vivais, mais bien tristement. Les suites d'un pareil début ne firent pas pour moi de Lausanne un séjour fort agréable. Les écoliers ne se présentaient pas en foule, pas une seule écolière et personne de la ville. J'eus en tout 2 ou 3 gros teutsch, aussi stupides que j'étais ignorant, qui m'ennuyaient à mourir et qui, dans mes mains, ne devinrent pas de grands croque-notes. Je fus appelé dans une seule maison où un petit serpent de fille se donna le plaisir de me montrer beaucoup de musique dont je ne pus pas lire une note et qu'elle eut la malice de chanter ensuite devant monsieur le maître pour lui montrer comment cela s'exécutait. J'étais si peu en état de lire un air de première vue que dans le brillant concert dont j'ai parlé, il ne me fut pas possible de suivre un moment l'exécution pour savoir si l'on jouait bien ce que j'avais sous les yeux et que j'avais composé moi-même. Au milieu de tant d'humiliation, j'avais des consolations très douces dans les nouvelles que je recevais de temps en temps des 2 charmantes amies. J'ai toujours trouvé dans le sexe une grande vertu consolatrice, et rien n'adoucit plus mes afflictions dans mes disgrâces que de sentir qu'une personne aimable y prend intérêt. Cette correspondance cessa pourtant bientôt après et ne fut jamais renouée, mais ce fut ma faute. En changeant de lieu, je négligeais de leur donner mon adresse et, forcé par la nécessité de songer continuellement à moi-même, je les oubliais bientôt entièrement. Il y a longtemps que je n'ai parlé de ma pauvre maman, mais si l'on croit que je l'oubliais aussi, l'on se trompe fort. Je ne cessais de penser à elle et de désirer de la retrouver non seulement pour le besoin de ma subsistance, mais bien plus pour le besoin de mon cœur. Mon attachement pour elle, quelque vif, quelque tendre qu'il fût, ne m'empêchait pas d'en aimer d'autres, mais ce n'était pas de la même façon. Toutes devaient également ma tendresse à leur charme, mais elle tenait uniquement à ceux des autres et ne leur eût pas survécu. Au lieu que maman pouvait devenir vieille et laide sans que je l'aimasse moins tendrement. Mon cœur avait pleinement transmis à sa personne l'hommage qu'il fit d'abord à sa beauté, et quelque changement qu'elle éprouvât, pourvu que ce fût toujours elle, mes sentiments ne pouvaient changer. Je sais bien que je lui devais de la reconnaissance, mais en vérité je n'y songeais pas.
Quoi qu'elle eût fait ou n'eût pas fait pour moi, c'eût été toujours la même chose. Je ne l'aimais ni par devoir, ni par intérêt, ni par convenance. Je l'aimais parce que j'étais né pour l'aimer. Quand je devenais amoureux de quelque autre, cela faisait distraction, je l'avoue, et je pensais moins souvent à elle, mais j'y pensais avec le même plaisir, et jamais, amoureux ou non, je ne me suis occupé d'elle sans sentir qu'il ne pouvait y avoir pour moi de vrai bonheur dans la vie tant que j'en serais séparé. N'ayant point de ses nouvelles depuis si longtemps, je ne crus jamais que je l'eusse tout à fait perdue, ni qu'elle eût pu m'oublier. Je me disais, elle saura tôt ou tard que je suis errant et me donnera quelques signes de vie, je la retrouverai, j'en suis certain. En attendant, c'était une douceur pour moi d'habiter son pays, de passer dans les rues où elle avait passé, devant les maisons où elle avait demeuré, et le tout par conjecture, car une de mes ineptes bizarreries était de n'oser m'informer d'elle ni prononcer son nom sans la plus absolue nécessité. Il me semblait qu'en la nommant, je disais tout ce qu'elle m'inspirait, que ma bouche révélait le secret de mon cœur, que je la compromettais en quelque sorte. Je crois même qu'il se mêlait à cela quelque frayeur qu'on ne me dît du mal d'elle. On avait parlé beaucoup de sa démarche et un peu de sa conduite. De peur qu'on n'en dît pas ce que je voulais entendre, j'aimais mieux qu'on n'en parlât point du tout. Comme mes écoliers ne m'occupaient pas beaucoup et que sa ville natale n'était qu'à 4 lieues de Lausanne, j'y fis une promenade de 2 ou 3 jours durant lesquels la plus douce émotion ne me quitta point. L'aspect du lac de Genève et de ses admirables côtes eut toujours à mes yeux un attrait particulier que je ne saurais expliquer et qui ne tient pas seulement à la beauté du spectacle, mais à je ne sais quoi de plus intéressant qui m'affecte et m'attendrit. Toutes les fois que j'approche du pays de Vaud, j'éprouve une impression composée du souvenir de Madame de Warens, qui y est née, de mon père, qui y vivait, de Mademoiselle de Vulson, qui y eut les prémices de mon cœur, de plusieurs voyages de plaisir que j'y fis dans mon enfance, et, ce me semble, de quelque autre cause encore plus secrète et plus forte que tout cela. Quand l'ardent désir de cette vie heureuse et douce qui me fuit et pour laquelle j'étais né vient enflammer mon imagination, c'est toujours au pays de Vaud, près du lac, dans des campagnes charmantes qu'elle se fixe. Il me faut un ami sûr, une femme aimable, une vache et un petit bateau. Je ne jouirai d'un bonheur parfait sur la terre que quand j'aurai tout cela. Je ris de la simplicité avec laquelle je suis allé plusieurs fois dans ce pays-là uniquement pour y chercher ce bonheur imaginaire. J'étais toujours surpris d'y trouver les habitants, surtout les femmes, d'un tout autre caractère que celui que j'y cherchais. Combien cela me semblait disparate, le pays et le peuple dont il est couvert ne m'ont jamais paru faits l'un pour l'autre. Dans ce voyage de Vevey, je me livrais, en suivant ce beau rivage, à la plus douce mélancolie. Mon cœur s'élançait avec ardeur à 1000 félicités innocentes. Je m'attendrissais, je soupirais et pleurais comme un enfant. Combien de fois, m'arrêtant pour pleurer à mon aise, assis sur une grosse pierre, je me suis amusé à voir tomber mes larmes dans l'eau. J'allais à Vevey loger à la clé. Et pendant 2 jours que j'y restais sans voir personne, je pris pour cette ville un amour qui m'a suivi dans tous mes voyages, et qui m'y a fait établir enfin les héros de mon roman. Je dirais volontiers à ceux qui ont du goût et qui sont sensibles, allez à Vevey, visitez le pays, examinez les sites, promenez-vous sur le lac, et dites si la nature n'a pas fait ce beau pays pour une Julie, pour une Claire et pour un Saint-Preux, mais ne les y cherchez pas. Je reviens à mon histoire. Comme j'étais catholique et que je me donnais pour tel, je suivais sans mystère et sans scrupule le culte que j'avais embrassé. Les dimanches, quand il faisait beau, j'allais à la messe à Assens, à 2 lieues de Lausanne. Je faisais ordinairement cette course avec d'autres catholiques, surtout avec un brodeur parisien dont j'ai oublié le nom. Ce n'était pas un Parisien comme moi, c'était un vrai Parisien de Paris, un archi-parisien du bon Dieu, bonhomme comme un champenois. Il aimait si fort son pays qu'il ne voulut jamais douter que j'en fusse, de peur de perdre cette occasion d'en parler.
Monsieur de Crouzat, lieutenant Baïval, avait un jardinier de Paris aussi, mais moins complaisant, et qui trouvait la gloire de son pays compromise à ce qu'on osât se donner pour en être lorsqu'on n'avait pas cet honneur. Il me questionnait de l'air d'un homme sûr de me prendre en faute, et puis souriait malignement. Il me demanda une fois ce qu'il y avait de remarquable au marché neuf. Je battis la campagne comme on peut croire. Après avoir passé 20 ans à Paris, je dois à présent connaître cette ville. Cependant, si l'on me faisait aujourd'hui pareille question, je ne serais pas moins embarrassé d'y répondre, et de cet embarras, on pourrait aussi bien conclure que je n'ai jamais été à Paris. Tant lors même qu'on rencontre la vérité, l'on est sujet à se fonder sur des principes trompeurs. Je ne saurais dire exactement combien de temps je demeurai à Lausanne. Je n'apportais pas de cette ville des souvenirs bien rappelants. Je sais seulement que, n'y trouvant pas à vivre, j'allais de là à Neuchâtel et que j'y passais l'hiver. Je réussis mieux dans cette dernière ville, j'y eus des écoliers, et j'y gagnai de quoi m'acquitter avec mon bon ami Perrotet, qui m'avait fidèlement envoyé mon petit bagage, quoique je lui redusse assez d'argent. J'apprenais insensiblement la musique en l'enseignant. Ma vie était assez douce. Un homme raisonnable eût pu s'en contenter, mais mon cœur inquiet me demandait autre chose. Les dimanches et les jours où j'étais libre, j'allais courir les campagnes et les bois des environs, toujours errant, rêvant, soupirant, et quand j'étais une fois sorti de la ville, je n'y rentrais plus que le soir. Un jour, étant à Boudry, j'entrai pour dîner dans un cabaret. J'y vis un homme à grande barbe avec un habit violet à la grecque, un bonnet fourré, l'équipage et l'air assez noble, et qui souvent avait peine à se faire entendre, ne parlant qu'un jargon presque indéchiffrable, mais plus ressemblant à l'italien qu'à une autre langue. J'entendais presque tout ce qu'il disait, et j'étais le seul. Et il ne pouvait s'énoncer que par signe avec l'hôte et les gens du pays. Je lui dis quelques mots en italien, qu'il entendit parfaitement. Il se leva et vint m'embrasser avec transport. La liaison fut bientôt faite, et dès ce moment je lui servis de truchement. Son dîner était bon, le mien était moins que médiocre. Il m'invita de prendre part au sien. Je fis peu de façon. En buvant et baragouinant, nous achevâmes de nous familiariser, et dès la fin du repas, nous devînmes inséparables. Il me conta qu'il était prélat grec et archimandrite de Jérusalem, qu'il était chargé de faire une quête en Europe pour le rétablissement du Saint-Sépulcre. Il me montra de belles patentes de la tsarine et de l'empereur. Il en avait de beaucoup d'autres souverains. Il était assez content de ce qu'il avait amassé jusqu'alors, mais il avait eu des peines incroyables en Allemagne, n'entendant pas un mot d'allemand, de latin ni de français, et réduit à son grec, au turc et à la langue franque pour toute ressource, ce qui ne lui en procurait pas beaucoup dans le pays où il s'était enfourné. Il me proposa de l'accompagner pour lui servir de secrétaire et d'interprète. Malgré mon petit habit violet nouvellement acheté, et qui ne cadrait pas mal avec mon nouveau poste, j'avais l'air si peu étoffé qu'il ne me crut pas difficile à gagner, et il ne se trompa point. Notre accord fut bientôt fait. Je ne demandais rien, et il promettait beaucoup. Sans caution, sans sûreté, sans connaissance, je me livre à sa conduite, et dès le lendemain, me voilà parti pour Jérusalem. Nous commençâmes notre tournée par le canton de Fribourg, où il ne fit pas grand-chose. La dignité épiscopale ne permettait pas de faire le mendiant et de quêter aux particuliers, mais nous présentâmes sa commission au Sénat qui lui donna une petite somme. De là, nous fûmes à Berne. Nous logeâmes au Faucon, bonne auberge alors, où l'on trouvait bonne compagnie. La table était nombreuse et bien servie. Il y avait longtemps que je faisais mauvaise chère. J'avais grand besoin de me refaire. J'en avais l'occasion et j'en profitais. Monseigneur l'archimandrite était lui-même un homme de bonne compagnie, aimant assez à tenir table, gai, parlant bien pour ceux qui l'entendaient, ne manquant pas de certaines connaissances et plaçant son érudition grecque avec assez d'agrément. Un jour, cassant au dessert des noisettes, il se coupa le doigt fort avant, et comme le sang sortait avec abondance, il montra son doigt à la compagnie et dit en riant « Mirate, signori, questo è sangue pelasco ». À Berne, mes fonctions ne lui furent pas inutiles, et je ne m'en tirais pas aussi mal que j'avais craint. J'étais bien plus hardi et mieux parlant que je n'aurais été pour moi-même. Les choses ne se passèrent pas aussi simplement qu'à Fribourg. Il fallut de longues et fréquentes conférences avec les premiers de l'État, et l'examen de ces titres ne fut pas l'affaire d'un jour. Enfin, tout étant en règle, il fut admis à l'audience du Sénat. J'entrai avec lui comme son interprète, et l'on me dit de parler.
Je ne m'attendais à rien moins, et il ne m'était pas venu dans l'esprit qu'après avoir longtemps conféré avec les membres, il fallut s'adresser au corps comme si rien n'eût été dit. Qu'on juge de mon embarras. Pour un homme aussi honteux, parler non seulement en public, mais devant le Sénat de Berne, et parler impromptu, sans avoir une seule minute pour me préparer, il y avait là de quoi m'anéantir. Je ne fus pas même intimidé. J'exposais succinctement et nettement la commission de l'archimandrite. Je louais la piété des princes qui avaient contribué à la collecte qu'il était venu faire. Piquant d'émulation celle de leurs excellences, je dis qu'il n'y avait pas moins à espérer de leur munificence accoutumée. Et puis, tâchant de prouver que cette bonne œuvre en était également une pour tous les chrétiens sans distinction de secte, je finis par promettre les bénédictions du ciel à ceux qui voudraient y prendre part. Je ne dirais pas que mon discours fit effet, mais il est sûr qu'il fut goûté, et qu'au sortir de l'audience, l'archimandrite reçut un présent fort honnête, et de plus sur l'esprit de son secrétaire, des compliments dont j'eus l'agréable emploi d'être le truchement, mais que je n'osais lui rendre à la lettre. Voilà la seule fois de ma vie que j'ai parlé en public et devant un souverain, et la seule fois aussi peut-être que j'ai parlé hardiment et bien. Quelle différence dans les dispositions du même homme. Il y a 3 ans qu'étant allé voir à Yverdun mon vieux ami M. Roguin, je reçus une députation pour me remercier de quelques livres que j'avais donnés à la bibliothèque de cette ville. Les Suisses sont grands harangueurs, ces messieurs me haranguèrent. Je me crus obligé de répondre, mais je m'embarrassai tellement dans ma réponse, et ma tête se brouilla si bien que je restai court, et me fis moquer de moi. Quoique timide naturellement, j'ai été hardi quelquefois dans ma jeunesse, jamais dans mon âge avancé. Plus j'ai vu le monde, moins j'ai pu me faire à son ton. Partis de Berne, nous allâmes à Soleure, car le dessein de l'archimandrite était de reprendre la route d'Allemagne et de s'en retourner par la Hongrie ou par la Pologne, ce qui faisait une route immense. Mais comme chemin faisant sa bourse s'emplissait plus qu'elle ne se vidait, il craignait peu les détours. Pour moi qui me plaisais presque autant à cheval qu'à pied, je n'aurais pas mieux demandé que de voyager ainsi toute ma vie. Mais il était écrit que je n'irais pas si loin. La première chose que nous fîmes, arrivant à Soleure, fut d'aller saluer monsieur l'ambassadeur de France. Malheureusement pour mon évêque, cet ambassadeur était le marquis de Bonnac, qui avait été ambassadeur à la Porte et qui devait être au fait de tout ce qui regardait le Saint-Sépulcre. L'archimandrite eut une audience d'1 quart d'heure, où je ne fus pas admis, parce que monsieur l'ambassadeur entendait la langue franque et parlait l'italien du moins aussi bien que moi. À la sortie de mon grec, je voulus le suivre. On me retint. Ce fut mon tour. M'étant donné pour Parisien, j'étais comme tel sous la juridiction de son Excellence. Elle me demanda qui j'étais, m'exhorta de lui dire la vérité. Je le lui promis, en lui demandant une audience particulière qui me fut accordée. Monsieur l'ambassadeur m'emmena dans son cabinet dont il ferma sur nous la porte, et là, me jetant à ses pieds, je lui tins parole. Je n'aurais pas moins dit quand je n'aurais rien promis, car un continuel besoin d'épanchement met à tout moment mon cœur sur mes lèvres, et après m'être ouvert sans réserve au musicien Lutolde, je n'avais garde de faire le mystérieux avec le marquis de Bonnac. Il fut si content de ma petite histoire et de l'effusion de cœur avec laquelle il vit que je l'avais contée, qu'il me prit par la main, entra chez madame l'ambassadrice et me présenta à elle en lui faisant un abrégé de mon récit. Madame de Bonnac m'accueillit avec bonté et dit qu'il ne fallait pas me laisser aller avec ce moine grec. Il fut résolu que je resterais à l'hôtel en attendant qu'on vît ce qu'on pourrait faire de moi. Je voulus aller faire mes adieux à mon pauvre archimandrite pour lequel j'avais conçu de l'attachement. On ne me le permit pas. On envoya lui signifier mes arrêts, et 1 quart d'heure après, je vis arriver mon petit sac. Monsieur de la Martinière, secrétaire d'ambassade, fut en quelque façon chargé de moi. En me conduisant dans la chambre qui m'était destinée, il me dit « Cette chambre a été occupée sous le comte du Luc par un homme célèbre du même nom que vous. Il ne tient qu'à vous de le remplacer de toute manière et de faire dire un jour « Rousseau Ier, Rousseau II ». Cette conformité qu'alors je n'espérais guère eût moins flatté mes désirs si j'avais pu prévoir à quel prix je l'achèterais un jour. Ce que m'avait dit monsieur de la Martinière me donna de la curiosité. Je lus les ouvrages de celui dont j'occupais la chambre, et sur le compliment qu'on m'avait fait, croyant avoir du goût pour la poésie, je fis pour mon coup d'essai une cantate à la louange de madame de Bonnac.
Ce goût ne se soutint pas. J'ai fait de temps en temps de médiocres vers. C'est un exercice assez bon pour se rompre aux inversions élégantes et apprendre à mieux écrire en prose, mais je n'ai jamais trouvé dans la poésie française assez d'attrait pour m'y livrer tout à fait. Monsieur de la Martinière voulut voir de mon style et me demanda par écrit le même détail que j'avais fait à monsieur l'ambassadeur. Je lui écrivis une longue lettre que j'apprends avoir été conservée par monsieur de Marianne, qui était attaché depuis longtemps au marquis de Bonnac et qui depuis a succédé à monsieur de la Martinière sous l'ambassade de monsieur de Courteil. J'ai prié monsieur de Malesherbes de tâcher de me procurer une copie de cette lettre. Si je puis la voir par lui ou par d'autres, on la trouvera dans le recueil qui doit accompagner mes confessions. L'expérience que je commençais d'avoir modérait peu à peu mes projets romanesques, et par exemple, non seulement je ne devins point amoureux de madame de Bonnac, mais je sentis d'abord que je ne pouvais faire un grand chemin dans la maison de son mari. Monsieur de la Martinière en place et monsieur de Marianne, pour ainsi dire en survivance, ne me laissaient espérer pour toute fortune qu'un emploi de sous-secrétaire qui ne me tentait pas infiniment. Cela fit que quand on me consulta sur ce que je voulais faire, je marquais beaucoup d'envie d'aller à Paris. Monsieur l'ambassadeur goûta cette idée, qui tendait au moins à le débarrasser de moi. Monsieur de Merveilleux, secrétaire interprète de l'ambassade, dit que son ami monsieur Godard, colonel suisse au service de France, cherchait quelqu'un pour mettre auprès de son neveu, qui entrait fort jeune au service, et pensa que je pourrais lui convenir. Sur cette idée, assez légèrement prise, mon départ fut résolu. Et moi, qui voyais un voyage à faire et Paris au bout, j'en fus dans la joie de mon cœur. On me donna quelques lettres, 100 francs pour mon voyage, accompagné de force bonnes leçons, et je partis. Je mis à ce voyage une quinzaine de jours que je peux compter parmi les heureux de ma vie. J'étais jeune, je me portais bien, j'avais assez d'argent, beaucoup d'espérance, je voyageais à pied et je voyageais seul. On serait étonné de me voir compter un pareil avantage, si déjà l'on avait dû se familiariser avec mon humeur. Mes douces chimères me tenaient compagnie, et jamais la chaleur de mon imagination n'en enfanta de plus magnifique. Quand on m'offrait quelque place vide dans une voiture, ou que quelqu'un m'accostait en route, je rechignais de voir renverser la fortune dont je bâtissais l'édifice en marchant. Cette fois, mes idées étaient martiales. J'allais m'attacher à un militaire et devenir militaire moi-même, car on avait arrangé que je commencerais par être cadet. Je croyais déjà me voir en habit d'officier avec un beau plumet blanc. Mon cœur s'enflait à cette noble idée. J'avais quelques teintures de géométrie et de fortification. J'avais un oncle ingénieur. J'étais en quelque sorte enfant de la balle. Ma vue courte offrait un peu d'obstacles, mais qui ne m'embarrassait pas, et je comptais bien, à force de sang-froid et d'intrépidité, suppléer à ce défaut. J'avais lu que le maréchal Schomberg avait la vue très courte. Pourquoi le maréchal Rousseau ne l'aurait-il pas? Je m'échauffais tellement sur ces folies que je ne voyais plus que troupes, remparts, gabions, batteries, et moi, au milieu du feu et de la fumée, donnant tranquillement mes ordres, la lorgnette à la main. Cependant, quand je passais dans des campagnes agréables, que je voyais des bocages et des ruisseaux, ce touchant aspect me faisait soupirer de regret. Je sentais au milieu de ma gloire que mon cœur n'était pas fait pour tant de fracas, et bientôt, sans savoir comment, je me retrouvais au milieu de mes chères bergeries, renonçant pour jamais aux travaux de Mars. Combien l'abord de Paris démentit l'idée que j'en avais. La décoration extérieure que j'avais vue à Turin, la beauté des rues, la symétrie et l'alignement des maisons me faisaient chercher à Paris autre chose encore. Je m'étais figuré une ville aussi belle que grande, de l'aspect le plus imposant, où l'on ne voyait que de superbes rues, des palais de marbre et d'or. En entrant par le faubourg Saint-Marceau, je ne vis que de petites rues sales et puantes, de vilaines maisons noires, l'air de la malpropreté, de la pauvreté, des mendiants, des charretiers, des ravaudeuses, des crieuses de tisane et de vieux chapeaux. Tout cela me frappa d'abord à tel point que tout ce que j'ai vu depuis à Paris de magnificence réelle n'a pu détruire cette première impression, et qu'il m'en est resté toujours un secret dégoût pour l'habitation de cette capitale. Je puis dire que tout le temps que j'y ai vécu dans la suite ne fut employé qu'à y chercher des ressources pour me mettre en état d'en vivre éloigné.
Tel est le fruit d'une imagination trop active, qui exagère par-dessus l'exagération des hommes et voit toujours plus que ce qu'on lui dit. On m'avait tant vanté Paris que je me l'étais figuré comme l'ancienne Babylone, dont je trouverais peut-être autant à rabattre si je l'avais vue du portrait que je m'en suis fait. La même chose m'arriva à l'Opéra, où je me pressais d'aller le lendemain de mon arrivée. La même chose m'arriva dans la suite à Versailles, dans la suite encore en voyant la mer. Et la même chose m'arrivera toujours en voyant des spectacles qu'on m'aura trop annoncés, car il est impossible aux hommes et difficile à la nature elle-même de passer en richesse mon imagination. À la manière dont je fus reçu de tous ceux pour qui j'avais des lettres, je crus ma fortune faite. Celui à qui j'étais le plus recommandé, et qui me caressa le moins, était M. de Surbeck, retiré du service et vivant philosophiquement à Bagneux, où je fus le voir plusieurs fois, et où jamais il ne m'offrit un verre d'eau. J'eus plus d'accueil de Madame de Merveilleux, belle-sœur de l'interprète, et de son neveu, officier aux gardes. Non seulement la mère et le fils me reçurent bien, mais ils m'offrirent leur table, dont je profitai souvent durant mon séjour à Paris. Madame de Merveilleux me parut avoir été belle. Ses cheveux étaient d'un beau noir et faisaient à la vieille mode le crochet sur ses tempes. Il lui restait ce qui ne périt point avec les attraits, un esprit très agréable. Elle me parut goûter le mien et fit tout ce qu'elle put pour me rendre service. Mais personne ne la seconda et je fus bientôt désabusé de tout ce grand intérêt qu'on avait paru prendre à moi. Il faut pourtant rendre justice aux Français. Ils ne s'épuisent point autant qu'on dit en protestation, et celles qu'ils font sont presque toujours sincères. Mais ils ont une manière de paraître s'intéresser à vous qui trompe plus que des paroles. Les gros compliments des Suisses n'en peuvent imposer qu'à des sots. Les manières des Français sont plus séduisantes, en cela même qu'elles sont plus simples. On croirait qu'ils ne vous disent pas tout ce qu'ils veulent faire, pour vous surprendre plus agréablement. Je dirais plus, ils ne sont point faux dans leurs démonstrations. Ils sont naturellement officieux, humains, bienveillants, et même, quoi qu'on en dise, plus vrais qu'aucune autre nation. Mais ils sont légers et volages. Ils ont en effet le sentiment qu'ils vous témoignent, mais ce sentiment s'en va comme il est venu. En vous parlant, ils sont pleins de vous. Ne vous voient-ils plus? Ils vous oublient. Rien n'est permanent dans leur cœur. Tout est chez eux l'œuvre du moment. Je fus donc beaucoup flatté et peu servi. Ce colonel Godard, au neveu duquel on m'avait donné, se trouva être un vilain vieux avare qui, quoique tout cousu d'or, voyant ma détresse, me voulut avoir pour rien. Il prétendait que je fusse auprès de son neveu une espèce de valet sans gage plutôt qu'un vrai gouverneur. Attaché continuellement à lui, et par la dispensée du service, il fallait que je vécusse de ma paye de cadet, c'est-à-dire de soldat, et à peine consentait-il à me donner l'uniforme. Il aurait voulu que je me contentasse de celui du régiment. Madame de Merveilleux, indignée de ces propositions, me détourna elle-même de les accepter. Son fils fut du même sentiment. On cherchait autre chose, et l'on ne trouvait rien. Cependant, je commençais d'être pressé, et 100 francs sur lesquels j'avais fait mon voyage ne pouvaient me mener bien loin. Heureusement, je reçus de la part de monsieur l'ambassadeur encore une petite remise qui me fit grand bien, et je crois qu'il ne m'aurait pas abandonné si j'eusse eu plus de patience. Mais languir, attendre, solliciter sont pour moi choses impossibles. Je me rebutai, je ne parus plus, et tout fut fini. Je n'avais pas oublié ma pauvre maman. Mais comment la trouver? Où la chercher? Madame de Merveilleux, qui savait mon histoire, m'avait aidé dans cette recherche, et longtemps inutilement. Enfin, elle m'apprit que Madame de Warens était repartie, il y avait plus de 2 mois, mais qu'on ne savait si elle était allée en Savoie ou à Turin, et que quelques personnes la disaient retourner en Suisse. Il ne m'en fallut pas davantage pour me déterminer à la suivre. Bien sûr qu'en quelque lieu qu'elle fût, je la trouverais plus aisément en province que je n'avais pu faire à Paris. Avant de partir, j'exerçais mon nouveau talent poétique dans une épître au colonel Godard, où je le drapais de mon mieux. Je montrais ce barbouillage à Madame de Merveilleux, qui, au lieu de me censurer comme elle aurait dû faire, rit beaucoup de mes sarcasmes, de même que son fils, qui, je crois, n'aimait pas M. Godard, et il faut avouer qu'il n'était pas aimable. J'étais tenté de lui envoyer mes vers. Ils m'y encouragèrent. J'en fis un paquet à son adresse, et comme il n'y avait point alors à Paris de petite poste, je le mis dans ma poche et le lui envoyai d'Auxerre en passant.
Je ris quelquefois encore en songeant aux grimaces qu'il dut faire en lisant ce panégyrique où il était peint trait pour trait. Il commençait ainsi: « Tu croyais, vieux peinard, qu'une folle manie d'élever ton neveu m'inspirerait l'envie ?» Cette petite pièce, mal faite à la vérité, mais qui ne manquait pas de sel et qui annonçait du talent pour la satire, est cependant le seul écrit satirique qui soit sorti de ma plume. J'ai le cœur trop peu haineux pour me prévaloir d'un pareil talent, mais je crois qu'on peut juger par quelques écrits polémiques faits de temps à autre pour ma défense que si j'avais été d'humeur batailleuse, mes agresseurs auraient eu rarement les rieurs de leur côté. La chose que je regrette le plus dans les détails de ma vie, dont j'ai perdu la mémoire, est de n'avoir pas fait des journaux de mes voyages. Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans ceux que j'ai fait seul à pied. La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. La vue de la campagne, la succession des aspects agréables, le grand air, le grand appétit, la bonne santé que je gagne en marchant, la liberté du cabaret, l'éloignement de tout ce qui me fait sentir ma dépendance, de tout ce qui me rappelle à ma situation, tout cela dégage mon âme, me donne une plus grande audace de pensée, me jette en quelque sorte dans l'immensité des êtres pour les combiner, les choisir, me les approprier à mon gré, sans gêne et sans crainte. Je dispose en maître de la nature entière. Mon cœur, errant d'objet en objet, s'unit, s'identifie à ceux qui le flattent, s'entoure d'images charmantes, s'enivre de sentiments délicieux. Si pour les fixer je m'amuse à les décrire en moi-même, quelle vigueur de pinceau, quelle fraîcheur de coloris, quelle énergie d'expression je leur donne. On a, dit-on, trouvé de tout cela dans mes ouvrages, quoique écrits vers le déclin de mes ans. Oh, si l'on eût vu ceux de ma première jeunesse, ceux que j'ai faits durant mes voyages, ceux que j'ai composés et que je n'ai jamais écrits. Pourquoi, direz-vous, ne les pas écrire ? Et pourquoi les écrire, vous répondrai-je? Pourquoi m'ôter le charme actuel de la jouissance pour dire à d'autres que j'avais joui? Que m'apportaient des lecteurs, un public et toute la terre, tandis que je planais dans le ciel. D'ailleurs, portais-je avec moi du papier, des plumes? Si j'avais pensé à tout cela, rien ne me serait venu. Je ne prévoyais pas que j'aurais des idées. Elles viennent quand il leur plaît, non quand il me plaît. Elles ne viennent point ou elles viennent en foule. Elles m'accablent de leur nombre et de leur force. 10 volumes par jour n'auraient pas suffi. Où prendre du temps pour les écrire? En arrivant, je ne songeais qu'à bien dîner. En partant, je ne songeais qu'à bien marcher. Je sentais qu'un nouveau paradis m'attendait à la porte. Je ne songeais qu'à l'aller chercher. Jamais je n'ai si bien senti tout cela que dans le retour dont je parle. En venant à Paris, je m'étais borné aux idées relatives à ce que j'y allais faire. Je m'étais élancé dans la carrière où j'allais entrer, et je l'avais parcourue avec assez de gloire. Mais cette carrière n'était pas celle où mon cœur m'appelait, et les êtres réels nuisaient aux êtres imaginaires. Le colonel Godard et son neveu figuraient mal avec un héros tel que moi. Grâce au ciel, j'étais maintenant délivré de tous ces obstacles. Je pouvais m'enfoncer à mon gré dans le pays des chimères, car il ne restait que cela devant moi. Aussi je m'y égarais si bien que je perdis réellement plusieurs fois ma route, et j'eusse été fort fâché d'aller plus droit, car sentant qu'à Lyon j'allais me retrouver sur la terre, j'aurais voulu n'y jamais arriver. Un jour, entre autres, m'étant à dessein détourné pour voir de près un lieu qui me parut admirable, je m'y plus si fort, et j'y fis tant de tours que je me perdis enfin tout à fait. Après plusieurs heures de course inutile, là et mourant de soif et de faim, j'entrai chez un paysan dont la maison n'avait pas belle apparence, mais c'était la seule que je visse aux environs. Je croyais que c'était comme à Genève ou en Suisse, où tous les habitants, à leur aise, sont en état d'exercer l'hospitalité. Je priais celui-ci de me donner à dîner en payant. Il m'offrit du lait écrémé et de gros pains d'orge, en me disant que c'était tout ce qu'il avait. Je buvais ce lait avec délice et je mangeais ce pain, paille et tout, mais cela n'était pas fort restaurant pour un homme épuisé de fatigue. Ce paysan qui m'examinait jugea de la vérité de mon histoire par celle de mon appétit.
Tout de suite après m'avoir dit qu'il voyait bien que j'étais un bon jeune honnête homme qui n'était pas là pour le vendre, il ouvrit une petite trappe à côté de sa cuisine, descendit et revint un moment après avec un bon pain-bis de pur froment, un jambon très appétissant quoique entamé, et une bouteille de vin dont l'aspect me réjouit le cœur plus que tout le reste. On joignit à cela une omelette assez épaisse, et je fis un dîner tel qu'autre qu'un piéton n'en connut jamais. Quand ce vint à payer, voilà son inquiétude et ses craintes qui le reprennent. Il ne voulait pas de mon argent, il le repoussait avec un trouble extraordinaire, et ce qu'il y avait de plaisant était que je ne pouvais imaginer de quoi il avait peur. Enfin il prononça en frémissant ces mots terribles de commis et de rat de cave. Il me fit entendre qu'il cachait son vin à cause des aides, qu'il cachait son pain à cause de la taille, et qu'il serait un homme perdu si l'on pouvait se douter qu'il ne mourût pas de faim. Tout ce qu'il me dit à ce sujet, et dont je n'avais pas la moindre idée, me fit une impression qui ne s'effacera jamais. Ce fut là le germe de cette haine inextinguible qui se développa depuis dans mon cœur contre les vexations qu'éprouve le malheureux peuple et contre ses oppresseurs. Cet homme, quoique aisé, n'osait manger le pain qu'il avait gagné à la sueur de son front, et ne pouvait éviter sa ruine qu'en montrant la même misère qui régnait autour de lui. Je sortis de sa maison aussi indigné qu'attendri, et déplorant le sort de ces belles contrées à qui la nature n'a prodigué ses dons que pour en faire la proie des barbares publicains. Voilà le seul souvenir bien distinct qui me reste de ce qui m'est arrivé durant ce voyage. Je me rappelle seulement encore qu'en approchant de Lyon, je fus tenté de prolonger ma route pour aller voir les bords du Lignon, car parmi les romans que j'avais lus avec mon père, l'Astrée n'avait pas été oublié, et c'était celui qui me revenait au cœur le plus fréquemment. Je demandai la route du Forez, et tout en causant avec une hôtesse, elle m'apprit que c'était un bon pays de ressources pour les ouvriers, qu'il y avait beaucoup de forges, et qu'on y travaillait fort bien en fer. Cet éloge calma tout à coup ma curiosité romanesque, et je ne jugeais pas à propos d'aller chercher des dianes et des sylvandres chez un peuple de forgerons. La bonne femme qui m'encourageait de la sorte m'avait sûrement pris pour un garçon serrurier. Je n'allais pas tout à fait à Lyon sans vue. En arrivant, j'allais voir aux Chazottes mademoiselle du Châtelet, amie de madame de Varins, et pour laquelle elle m'avait donné une lettre quand je vins avec monsieur le maître. Ainsi c'était une connaissance déjà faite. Mademoiselle du Châtelet m'apprit qu'en effet son amie avait passé à Lyon, mais qu'elle ignorait si elle avait poussé sa route jusqu'en Piémont, et qu'elle était incertaine elle-même en partant si elle ne s'arrêterait pas en Savoie. Que si je voulais, elle écrirait pour en avoir des nouvelles, et que le meilleur parti que j'eusse à prendre était de les attendre à Lyon. J'acceptai l'offre, mais je n'osais dire à mademoiselle du Châtelet que j'étais pressé de la réponse et que ma petite bourse épuisée ne me laissait pas en état de l'attendre longtemps. Ce qui me retint n'était pas qu'elle m'eût mal reçu. Au contraire, elle m'avait fait beaucoup de caresses et me traitait sur un pied d'égalité qui m'ôtait le courage de lui laisser voir mon état et de descendre du rôle de bonne compagnie à celui d'un malheureux mendiant. Il me semble de voir assez clairement la suite de tout ce que j'ai marqué dans ce livre. Cependant, je crois me rappeler dans le même intervalle un autre voyage de Lyon dont je ne pus marquer la place et où je me trouvais déjà fort à l'étroit. Une petite anecdote assez difficile à dire ne me permettra jamais de l'oublier. J'étais un soir assis en belle cour après un très mince souper, rêvant au moyen de me tirer d'affaire, quand un homme en bonnet vint s'asseoir à côté de moi. Cet homme avait l'air d'un de ces ouvriers en soie qu'on appelle à Lyon des taffetatiers. Il m'adresse la parole. Je lui réponds. À peine avions-nous causé un quart d'heure que toujours avec le même sang-froid et sans changer de ton, il me propose de nous amuser de compagnie. J'attendais qu'il m'expliquât quel était cet amusement, mais sans rien ajouter, il se mit en devoir de m'en donner l'exemple. Nous nous touchions presque, et la nuit n'était pas assez obscure pour m'empêcher de voir à quel exercice il se préparait. Il n'en voulait point à ma personne, du moins rien n'annonçait cette intention, et le lieu ne l'eût pas favorisé. Il ne voulait exactement, comme il me l'avait dit, que s'amuser et que je m'amusasse, chacun pour son compte, et cela lui paraissait si simple qu'il n'avait pas même supposé qu'il ne me le parût pas comme à lui. Je fus si effrayé de cette impudence que sans lui répondre, je me levai précipitamment et me mis à fuir à toutes jambes, croyant avoir ce misérable à mes trousses. J'étais si troublé qu'au lieu de gagner mon logis par la rue Saint-Dominique, je courus du côté du quai et ne m'arrêtai qu'au-delà du pont de bois, aussi tremblant que si je venais de commettre un crime. J'étais sujet au même vice. Ce souvenir m'en guérit pour longtemps.
À ce voyage-ci, j'eus une aventure à peu près du même genre, mais qui me mit en plus grand danger. Sentant mes espèces tirer à leur fin, j'emménageai le chétif reste. Je prenais moins souvent des repas à mon auberge, et bientôt je n'en pris plus du tout, pouvant pour 5 ou 6 sous à la taverne me rassasier tout aussi bien que je faisais là pour mes 25. N'y mangeant plus, je ne savais comment y aller coucher. Non que j'y dusse grand-chose, mais j'avais honte d'occuper une chambre sans rien faire gagner à mon hôtesse. La saison était belle. Un soir qu'il faisait fort chaud, je me déterminai à passer la nuit dans la place. Et déjà je m'étais établi sur un banc, quand un abbé qui passait, me voyant ainsi couché, s'approcha et me demanda si je n'avais point de gîte. Je lui avouai mon cas, il en parut touché. Il s'assit à côté de moi et nous causâmes. Il parlait agréablement, tout ce qu'il me dit me donna de lui la meilleure opinion du monde. Quand il me vit bien disposé, il me dit qu'il n'était pas logé fort au large, qu'il n'avait qu'une seule chambre, mais qu'assurément il ne me laisserait pas coucher ainsi dans la place, qu'il était tard pour me trouver un gîte et qu'il m'offrait pour cette nuit la moitié de son lit. J'accepte l'offre, espérant déjà me faire un ami qui pourrait m'être utile. Nous allons. Il bat le fusil. Sa chambre me parut propre dans sa petitesse, il m'en fit les honneurs fort poliment. Il tira d'une armoire un pot de verre où étaient des cerises à l'eau-de-vie. Nous en mangeâmes chacun 2 et nous fûmes nous coucher. Cet homme avait les mêmes goûts que mon juif de l'hospice, mais il ne les manifestait pas si brutalement. Soit que, sachant que je pouvais être entendu, il craignit de me forcer à me défendre, soit qu'en effet il fût moins confirmé dans ses projets, il n'osa m'en proposer ouvertement l'exécution, et cherchait à m'émouvoir sans m'inquiéter. Plus instruit que la première fois, je compris bientôt son dessein et j'en frémis. Ne sachant ni dans quelle maison ni entre les mains de qui j'étais, je craignis en faisant du bruit de le payer de ma vie. Je feignis d'ignorer ce qu'il me voulait, mais paraissant très importuné de ses caresses et très décidé à n'en pas endurer le progrès, je fis si bien qu'il fut obligé de se contenir. Alors je lui parlai avec toute la douceur et toute la fermeté dont j'étais capable, et sans rien paraître soupçonné, je m'excusai de l'inquiétude que je lui avais montrée sur mon ancienne aventure, que j'affectais de lui conter en termes si pleins de dégoût et d'horreur, que je lui fis, je crois, mal au cœur à lui-même, et qu'il renonça tout à fait à son sale dessein. Nous passâmes tranquillement le reste de la nuit. Il me dit même beaucoup de choses très bonnes, très sensées, et ce n'était assurément pas un homme sans mérite, quoique ce fût un grand vilain. Le matin, Monsieur l'abbé, qui ne voulait pas avoir l'air mécontent, parla de déjeuner, et pria une des filles de son hôtesse, qui était jolie, d'en faire apporter. Elle lui dit qu'elle n'avait pas le temps. Il s'adressa à sa sœur, qui ne daigna pas lui répondre. Nous attendions toujours. Point de déjeuner. Enfin, nous passâmes dans la chambre de ces demoiselles. Elles reçurent monsieur l'abbé d'un air très peu caressant. J'eus encore moins à me louer de leur accueil. L'aîné, en se retournant, m'appuya son talon pointu sur le bout du pied, où un corps fort douloureux m'avait forcé de couper mon soulier. L'autre vint ôter brusquement de derrière moi une chaise sur laquelle j'étais prêt à m'asseoir. Leur mère, en jetant de l'eau par la fenêtre, m'en aspergea le visage. En quelque place que je me misse, on m'en faisait ôter pour y chercher quelque chose. Je n'avais été de ma vie à pareille fête. Je voyais dans leur regard insultant et moqueur une fureur cachée à laquelle j'avais la stupidité de ne rien comprendre. Ébahi, stupéfait, prêt à les croire toutes possédées, je commençais tout de bon à m'effrayer quand l'abbé, qui ne faisait semblant de voir ni d'entendre, jugeant bien qu'il n'y avait point de déjeuner à espérer, prit le parti de sortir et je me hâtais de le suivre, fort content d'échapper à ces 3 furies. En marchant, il me proposa d'aller déjeuner au café. Quoique j'eusse grand faim, je n'acceptai point cette offre, sur laquelle il n'insista pas beaucoup non plus, et nous nous séparâmes au 3 ou 4e coin de rue. Moi, charmé de perdre de vue tout ce qui appartenait à cette maudite maison, et lui, fort aise à ce que je crois, de m'en avoir assez éloigné pour qu'elle ne me fût pas aisée à reconnaître. Comme à Paris, ni dans aucune autre ville, jamais rien ne m'est arrivé de semblable à ces 2 aventures, il m'en est resté une impression peu avantageuse au peuple de Lyon, et j'ai toujours regardé cette ville comme celle de l'Europe où règne la plus affreuse corruption. Le souvenir des extrémités où j'y fus réduit ne contribue pas non plus à m'en rappeler agréablement la mémoire.
Si j'avais été fait comme un autre, que j'eusse eu le talent d'emprunter et de m'endetter dans mon cabaret, je me serais aisément tiré d'affaire, mais c'est à quoi mon inaptitude égalait ma répugnance. Et pour imaginer à quel point vont l'une et l'autre, il suffit de savoir qu'après avoir passé presque toute ma vie dans le mal-être et souvent prêt à manquer de pain, il ne m'est jamais arrivé une seule fois de me faire demander de l'argent par un créancier sans lui en donner à l'instant même. Je n'ai jamais su faire des dettes criardes, et j'ai toujours aimé mieux souffrir que devoir. C'était souffrir assurément que d'être réduit à passer la nuit dans la rue, et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois à Lyon. J'aimais mieux employer quelques sous qui me restaient à payer mon pain que mon gîte, parce qu'après tout je risquais moins de mourir de sommeil que de faim. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, dans ce cruel état, je n'étais ni inquiet, ni triste. Je n'avais pas le moindre souci sur l'avenir, et j'attendais les réponses que devait recevoir mademoiselle du Châtelet, couchant à la belle étoile, et dormant, étendue par terre ou sur un banc, aussi tranquillement que sur un lit de roses. Je me souviens même d'avoir passé une nuit délicieuse hors de la ville, dans un chemin qui côtoyait le Rhône ou la Saône, car je ne me rappelle pas lequel des deux. Des jardins élevés en terrasse bordaient le chemin du côté opposé. Il avait fait très chaud ce jour-là, la soirée était charmante, la rosée humectait l'herbe flétrie. Point de vent, une nuit tranquille. L'air était frais sans être froid. Le soleil, après son coucher, avait laissé dans le ciel des vapeurs rouges, dont la réflexion rendait l'eau couleur de rose. Les arbres des terrasses étaient chargés de rossignols qui se répondaient de l'un à l'autre. Je me promenais dans une sorte d'extase, livrant mes sens et mon cœur à la jouissance de tout cela, et soupirant seulement un peu du regret d'en jouir seul. Absorbé dans ma douce rêverie, je prolongeai fort avant dans la nuit ma promenade, sans m'apercevoir que j'étais là. Je m'en aperçus enfin. Je me couchais voluptueusement sur la tablette d'une espèce de niche ou de fausse porte enfoncée dans un mur de terrasse. Le ciel de mon lit était formé par les têtes des arbres. Un rossignol était précisément au-dessus de moi. Je m'endormis à son chant. Mon sommeil fut doux, mon réveil le fut davantage. Il était grand jour, mes yeux en s'ouvrant virent l'eau, la verdure, un paysage admirable. Je me levai, me secouai, la faim me prit. Je m'acheminai gaiement vers la ville, résolu de mettre à un bon déjeuner 2 pièces de scie blanc qui me restaient encore. J'étais de si bonne humeur que j'allais chantant tout le long du chemin, et je me souviens même que je chantais une cantate de Battistin intitulée « Les bains de Thoméry » que je savais par cœur. Que béni soit le bon Battistin et sa bonne cantate qui m'a valu un meilleur déjeuner que celui sur lequel je comptais, et un dîner bien meilleur encore, sur lequel je n'avais point compté du tout. Dans mon meilleur train d'aller et de chanter, j'entends quelqu'un derrière moi. Je me retourne, je vois un Antonin qui me suivait et qui paraissait m'écouter avec plaisir. Il m'accoste, me salue, me demande si je sais la musique. Je réponds un peu pour faire entendre beaucoup. Il continue à me questionner. Je lui conte une partie de mon histoire. Il me demande si je n'ai jamais copié de la musique. Souvent, lui dis-je. Et cela était vrai. Ma meilleure manière de l'apprendre était d'en copier. Eh bien, me dit-il, venez avec moi. Je pourrai vous occuper quelques jours, durant lesquels rien ne vous manquera, pourvu que vous consentiez à ne pas sortir de la chambre. J'acquiesçai très volontiers, et je le suivis. Cet Antonin s'appelait Monsieur Rolichon. Il aimait la musique, il la savait, et chantait dans de petits concerts qu'il faisait avec ses amis. Il n'y avait rien là que d'innocent et d'honnête, mais ce goût dégénérait apparemment en fureur dont il était obligé de cacher une partie. Il me conduisit dans une petite chambre que j'occupais et où je trouvais beaucoup de musique qu'il avait copiée. Il m'en donna d'autres à copier, particulièrement la cantate que j'avais chantée et qu'il devait chanter lui-même dans quelques jours. J'en demeurai là 3 ou 4 à copier tout le temps où je ne mangeais pas, car de ma vie je ne fus si affamé ni mieux nourri. Il apportait mes repas lui-même de leur cuisine, et il fallait qu'elle fût bonne, si leur ordinaire valait le mien. De mes jours, je n'eus tant de plaisir à manger, et il faut avouer aussi que ces lippées me venaient fort à propos, car j'étais sec comme du bois. Je travaillais presque d'aussi bon cœur que je mangeais, et ce n'est pas peu dire. Il est vrai que je n'étais pas aussi correct que diligent. Quelques jours après, M. Rolichon, que je rencontrais dans la rue, m'apprit que mes parties avaient rendu la musique inexécutable, tant elle s'était trouvée pleine d'omissions, de duplications et de transpositions.
Il faut avouer que j'ai choisi là dans la suite le métier du monde auquel j'étais le moins propre. Non que ma note ne fût belle et que je ne copiasse fort nettement, mais l'ennui d'un long travail me donne des distractions si grandes que je passe plus de temps à gratter qu'à noter, et que si je n'apporte la plus grande attention à collationner mes parties, elles font toujours manquer l'exécution. Je fis donc très mal en voulant bien faire, et pour aller vite, j'allais tout de travers. Cela n'empêcha pas Monsieur Rolichon de me bien traiter jusqu'à la fin et de me donner encore en sortant un petit écu que je ne méritais guère et qui me remit tout à fait en pied, car peu de jours après, je reçus des nouvelles de maman qui était à Chambéry et de l'argent pour l'aller joindre, ce que je fis avec transport. Depuis lors, mes finances ont souvent été fort courtes, mais jamais assez pour être obligé de jeûner. Je marque cette époque avec un cœur sensible aux soins de la Providence. C'est la dernière fois de ma vie que j'ai senti la misère et la faim. Je restai à Lyon 7 ou 8 jours encore pour attendre les commissions dont maman avait chargé mademoiselle du Châtelet, que je vis durant ce temps-là plus assidûment qu'auparavant, ayant le plaisir de parler avec elle de son amie et n'étant plus distrait par ses cruels retours sur ma situation qui me forçaient de la cacher. Mademoiselle du Châtelet n'était ni jeune ni jolie, mais elle ne manquait pas de grâce. Elle était liante et familière, et son esprit donnait du prix à cette familiarité. Elle avait ce goût de morale observatrice qui porte à étudier les hommes, et c'est d'elle, en première origine, que ce même goût m'est venu. Elle aimait les romans de Le Sage, et particulièrement Gil Blas, elle m'en parla, me le prêta, je le lus avec plaisir. Mais je n'étais pas mûr encore pour ces sortes de lectures. Il me fallait des romans à grands sentiments. Je passais ainsi mon temps à la grille de mademoiselle du Châtelet avec autant de plaisir que de profit. Et il est certain que les entretiens intéressants et sensés d'une femme de mérite sont plus propres à former un jeune homme que toute la pédantesque philosophie des livres. Je fis connaissance aux Chazottes avec d'autres pensionnaires et de leurs amis, entre autres avec une jeune personne de 14 ans appelée mademoiselle Serre, à laquelle je ne fis pas alors une grande attention, mais dont je me passionnai 8 ou 9 ans après, et avec raison, car c'était une charmante fille. Occupé de l'attente de revoir bientôt ma bonne maman, je fis un peu de trêve à mes chimères, et le bonheur réel qui m'attendait me dispensa d'en chercher dans mes visions. Non seulement je la retrouvais, mais je retrouvais près d'elle et par elle un état agréable, car elle marquait m'avoir trouvé une occupation qu'elle espérait qui me conviendrait et qui ne m'éloignerait pas d'elle. Je m'épuisais en conjectures pour deviner quelle pouvait être cette occupation, et il aurait fallu deviner en effet pour rencontrer juste. J'avais suffisamment d'argent pour faire commodément la route. Mademoiselle du Châtelet voulait que je prisse un cheval, je n'y pus consentir, et j'eus raison. J'aurais perdu le plaisir du dernier voyage pédestre que j'ai fait en ma vie, car je ne peux donner ce nom aux excursions que je faisais souvent à mon voisinage, tandis que je demeurais à Motier. C'est une chose bien singulière que mon imagination ne se monte jamais plus agréablement que quand mon état est le moins agréable, et qu'au contraire elle est moins riante lorsque tout rit autour de moi. Ma mauvaise tête ne peut s'assujettir aux choses. Elle ne saurait embellir, elle veut créer. Les objets réels s'y peignent tout au plus tels qu'ils sont, elle ne séparait que les objets imaginaires. Si je veux peindre le printemps, il faut que je sois en hiver. Si je veux décrire un beau paysage, il faut que je sois dans des murs. Et j'ai dit 100 fois que si jamais j'étais mis à la Bastille, j'y ferais le tableau de la liberté. Je ne voyais en partant de Lyon qu'un avenir agréable. J'étais aussi content, et j'avais tout lieu de l'être, que je l'étais peu quand je partis de Paris. Cependant, je n'eus point, durant ce voyage, ces rêveries délicieuses qui m'avaient suivi dans l'autre. J'avais le cœur serein, mais c'était tout. Je me rapprochais avec attendrissement de l'excellente amie que j'allais revoir. Je goûtais d'avance, mais sans ivresse, le plaisir de vivre auprès d'elle. Je m'y étais toujours attendu. C'était comme s'il ne m'était rien arrivé de nouveau. Je m'inquiétais de ce que j'allais faire, comme si cela eût été fort inquiétant. Mes idées étaient paisibles et douces, non célestes et ravissantes. Tous les objets que je passais frappaient ma vue. Je donnais de l'attention aux paysages, je remarquais les arbres, les maisons, les ruisseaux, je délibérais aux croisées des chemins. J'avais peur de me perdre, et je ne me perdais point. En un mot, je n'étais plus dans l'empyrée, j'étais tantôt où j'étais, tantôt où j'allais, jamais plus loin. Je suis en racontant mes voyages comme j'étais en les faisant, je ne saurais arriver.
Le cœur me battait de joie en approchant de ma chère maman, et je n'en allais pas plus vite. J'aime marcher à mon aise et m'arrêter quand il me plaît. La vie ambulante est celle qu'il me faut. Faire route à pied par un beau temps dans un beau pays sans être pressé et avoir pour terme de ma course un objet agréable, voilà de toutes les manières de vivre celle qui est le plus de mon goût. Au reste, on sait déjà ce que j'entends par un beau pays. Jamais pays de plaine, quelque beau qu'il fût, ne parut tel à mes yeux. Il me faut des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre, des précipices à mes côtés, qui me fassent bien peur. J'eus ce plaisir, et je le goûtais dans tout son charme en approchant de Chambéry. Non loin d'une montagne coupée qu'on appelle le pas de l'échelle, au-dessous du grand chemin taillé dans le roc à l'endroit appelé Chaille, court et bouillonne dans des gouffres affreux une petite rivière qui paraît avoir mis à les creuser des milliers de siècles. On abordait le chemin d'un parapet pour prévenir les malheurs. Cela faisait que je pouvais contempler au fond et gagner les vertiges tout à mon aise, car ce qu'il y a de plaisant dans mon goût pour les lieux escarpés est qu'ils me font tourner la tête, et j'aime beaucoup ce tournoiement pourvu que je sois en sûreté. Bien appuyé sur le parapet, j'avançai le nez et je restai là des heures entières, entrevoyant de temps en temps cette écume et cette eau bleue dont j'entendais le mugissement à travers les cris des corbeaux et des oiseaux de proie qui volaient de roche en roche et de broussaille en broussaille à 100 toises au-dessous de moi. Dans les endroits où la pente était assez unie et la broussaille assez claire pour laisser passer des cailloux, j'en allais chercher au loin d'aussi gros que je les pouvais porter. Je les rassemblais sur le parapet en piles, puis, les lançant l'un après l'autre, je me délectais à les voir rouler, bondir et voler en 1000 éclats avant que d'atteindre le fond du précipice. Plus près de Chambéry, j'eus un spectacle semblable en sens contraire. Le chemin passe au pied de la plus belle cascade que je vis de mes jours. La montagne est tellement escarpée que l'eau se détache nette et tombe en arcade assez loin pour qu'on puisse passer entre la cascade et la roche, quelquefois sans être mouillé. Mais si l'on ne prend bien ces mesures, on y est aisément trompé, comme je le fus. Car à cause de l'extrême hauteur, l'eau se divise et tombe en poussière, et lorsqu'on approche un peu trop de ce nuage, sans s'apercevoir d'abord qu'on se mouille, à l'instant on est tout trempé. J'arrive enfin. Je la revois. Elle n'était pas seule. Monsieur l'intendant général était chez elle au moment que j'entrais. Sans me parler, elle me prend la main et me présente à lui, avec cette grâce qui lui ouvrait tous les cœurs. « Le voilà, monsieur, ce pauvre jeune homme. Daignez le protéger aussi longtemps qu'il le méritera, je ne suis plus en peine de lui pour le reste de sa vie. » Puis, m'adressant la parole, « Mon enfant, me dit-elle, vous appartenez au roi. Remerciez monsieur l'intendant qui vous donne du pain. » J'ouvrais de grands yeux sans rien dire, sans savoir trop qu'imaginer. Il s'en fallut peu que l'ambition naissante ne me tournât la tête et que je ne fisse déjà le petit intendant. Ma fortune se trouva moins brillante que sur ce début je ne l'avais imaginé, mais quant à présent c'était assez pour vivre, et pour moi c'était beaucoup. Voici de quoi il s'agissait. Le roi Victor Amédée, jugeant par le sort des guerres précédentes et par la position de l'ancien patrimoine de ses pairs qui lui échapperait quelques jours, ne cherchait qu'à l'épuiser. Il y avait peu d'années qu'ayant résolu d'en mettre la noblesse à la taille, il avait ordonné un cadastre général de tout le pays afin que, rendant l'imposition réelle, on pût la répartir avec plus d'équité. Ce travail, commencé sous le père, fut achevé sous le fils. 200 ou 300 hommes, tant arpenteurs, qu'on appelait géomètres, qu'écrivains, qu'on appelait secrétaires, furent employés à cet ouvrage, et c'était parmi ces derniers que maman m'avait fait inscrire. Le poste, sans être fort lucratif, donnait de quoi vivre au large dans ce pays-là. Le mal était que cet emploi n'était qu'à temps, mais il m'était en état de chercher et d'attendre, et c'était par prévoyance qu'elle tâchait de m'obtenir de l'intendant une protection particulière, pour pouvoir passer à quelque emploi plus solide quand le temps de celui-là serait fini. J'entrai en fonction peu de jours après mon arrivée. Il n'y avait à ce travail rien de difficile, et je fus bientôt au fait. C'est ainsi qu'après 4 ou 5 ans de course, de folie et de souffrance depuis ma sortie de Genève, je commençais pour la première fois de gagner mon pain avec honneur. Ces longs détails de ma première jeunesse seront parus bien puérils et j'en suis fâché.
Quoique né homme à certains égards, j'ai été longtemps enfant, et je le suis encore à beaucoup d'autres. Je n'ai pas promis d'offrir au public un grand personnage, j'ai promis de me peindre tel que je suis. Et, pour me connaître dans mon âge avancé, il faut m'avoir bien connu dans ma jeunesse. Comme en général les objets font moins d'impression sur moi que leurs souvenirs, et que toutes mes idées sont en images, les premiers traits qui se sont gravés dans ma tête y sont demeurés, et ceux qui s'y sont empreints dans la suite se sont plutôt combinés avec eux qu'ils ne les ont effacés. Il y a une certaine succession d'affections et d'idées qui modifient celles qui les suivent, et qu'il faut connaître pour en bien juger. Je m'applique à bien développer partout les premières causes pour faire sentir l'enchaînement des effets. Je voudrais pouvoir en quelque façon rendre mon âme transparente aux yeux du lecteur, et pour cela, je cherche à la lui montrer sous tous les points de vue, à l'éclairer par tous les jours, à faire en sorte qu'il ne s'y passe pas un mouvement qu'il n'aperçoive, afin qu'il puisse juger par lui-même du principe qui les produit. Si je me chargeais du résultat, et que je lui disse « tel est mon caractère », il pourrait croire, sinon que je le trompe, au moins que je me trompe. Mais, en lui détaillant avec simplicité tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai senti, je ne puis l'induire en erreur, à moins que je ne le veuille. Encore même en le voulant, n'y parviendrai-je pas aisément de cette façon. C'est à lui d'assembler ces éléments et de déterminer l'être qu'il compose. Le résultat doit être son ouvrage, et s'il se trompe alors, toute l'erreur sera de son fait. Or il ne suffit pas pour cette fin que mes récits soient fidèles, il faut aussi qu'ils soient exacts. Ce n'est pas à moi de juger de l'importance des faits, je les dois tous dire et lui laisser le soin de choisir. C'est à quoi je me suis appliqué jusqu'ici de tout mon courage, et je ne me relâcherai pas dans la suite. Mais les souvenirs de l'âge moyen sont toujours moins vifs que ceux de la première jeunesse. J'ai commencé par tirer de ceux-ci le meilleur parti qu'il m'était possible. Si les autres me reviennent avec la même force, des lecteurs impatients s'ennuieront peut-être, mais moi, je ne serai pas mécontent de mon travail. Je n'ai qu'une chose à craindre dans cette entreprise, ce n'est pas de trop dire ou de dire des mensonges, mais c'est de ne pas tout dire et de taire des vérités.